S'il vous plaît monsieur, je peux chanter pour votre fille. Je vous promets de faire de mon mieux. C'est ce qu'a dit Elizabeth Parker, 27 ans, au vigile du Golden Palace Resort, juste avant que le mariage le plus cher de la ville ne tourne au fiasco. Ces paroles déclenchèrent l'hilarité générale. Mais Elizabeth ne s'enfuit pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle restait là, immobile, vêtue de son manteau usé et de ses chaussures trouées, une main posée délicatement sur son ventre rond de femme enceinte, et elle regardait le garde d'un regard calme et posé. Bonjour, mes amis. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. Floride, Londres, peut-être Afrique du Sud ou Jamaïque. On veut savoir. À l'intérieur du Golden Palace Resort, Victor Radisson s'efforçait de ne pas exploser de colère. Le mariage de sa fille avait lieu en ce moment même. 500 invités étaient assis à des tables décorées de roses blanches et de rubans dorés. Des lustres en cristal pendaient du plafond, scintillant comme des étoiles. Chaque table était dressée avec de la vaisselle de luxe dont le prix dépassait celui de certaines voitures. Des écrans géants diffusaient des photos de sa fille Sarah et de son nouveau mari Michael, rayonnant de bonheur sous le soleil, extraites de leurs photos de fiançailles. L'ensemble de la réception avait coûté à Victor plus de 200 000 $. Tout était parfait. Sauf un détail. Le chanteur ne venait pas. Victor se tenait en coulisses, son téléphone tellement plaqué contre son oreille qu'il commençait à y laisser une marque rouge. Son visage était devenu rouge comme une tomate. Une petite veine saillante sur son front rendait son assistante Patricia très nerveuse chaque fois qu'elle la voyait. « Comment ça, il ne vient pas ?» demanda Victor au téléphone. Sa voix était dangereusement basse, de ces voix qui, pour qui sait les entendre, sont plus fortes que des cris. J'ai payé 50 000 $ à Marcus Miller. Le contrat a été signé il y a 3 mois. La personne à l'autre bout du fil a parlé d'une urgence, d'un vol. Un truc du genre, je suis vraiment désolé. Désolé. La voix de Victor s'est enfin brisée. Les excuses ne me servent à rien maintenant. Mes invités attendent. C'est le mariage de ma fille. Vous vous rendez compte? Il s'interrompit. J'ai pris une inspiration. Le retrouver. Ou me trouver quelqu'un d'autre. Vous avez 20 minutes. Il raccrocha et posa son téléphone sur la table à côté de lui. Il le posa avec précaution car ce qu'il voulait vraiment, c'était le jeter à travers le mur. Et Victor Radisson n'était pas devenu l'un des hommes les plus puissants de la ville en cédant à ses envies. Patricia, l'organisatrice de l'événement, se tenait à proximité, se tordant les mains comme si elle essayait de les essorer. Elle transpirait malgré la climatisation à plein régime. « Monsieur, dit-elle prudemment, nous avons déjà contacté tous les chanteurs professionnels de la ville. Absolument tous. Nous trouverons quelqu'un. Je vous le promets. Depuis combien de minutes cette scène est-elle vide ? Demanda Victor. Patricia regarda sa montre. 12 minutes, monsieur. 12 minutes, répéta Victor lentement, comme s'il avait un mauvais goût dans la bouche. Sais-tu ce que représente 12 minutes de silence dans une salle remplie de 500 personnes fortunées qui ont déboursé 500 $ par personne pour être là ce soir? Patricia prit la parole. On dirait un échec, dit Victor. Il rajusta sa veste et regarda le rideau qui séparait les coulisses de la salle de bal. Les gens oublient les fleurs. Ils ne se souviennent pas du repas. Ils se souviennent de ce qui a mal tourné. Ils rentrent chez eux, racontent l'histoire à leurs amis, qui la racontent à leurs amis, et avant la fin de la semaine, tous les notables de la ville auront entendu dire que le mariage de la fille de Victor Radisson a tourné au fiasco parce qu'il n'a pas réussi à remplir la salle. Monsieur, réparez-le. Il se retourna et se dirigea vers la fenêtre. Réglez ça dans les 20 prochaines minutes, sinon je ferai en sorte que ce soit le dernier événement que vous organisiez dans cette ville. Patricia hocha rapidement la tête, puis s'éloigna précipitamment, composant déjà un numéro sur son téléphone. Victor se tenait à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, et contemplait la ville sombre en contrebas. Victor Radisson avait bâti sa vie à partir de presque rien. Il avait grandi dans une petite maison au toit qui fuyait, avec une mère qui cumulait 2 emplois et un père qui les avait abandonnés quand Victor avait 9 ans. Il avait vu sa mère se débattre et, très jeune, il avait décidé qu'il ne connaîtrait jamais de telles difficultés. Il avait travaillé, étudié, persévéré et gravi les échelons année après année, transaction après transaction, jusqu'à posséder 15 entreprises. Hôtels, centres commerciaux, immeubles de bureaux et restaurants. Il possédait des maisons dans 4 villes différentes.
Quand il entrait dans une pièce, les gens se redressaient. Quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Mais ce soir-là, en coulisses au mariage de sa propre fille, il se sentait de nouveau avoir 9 ans. Hors de contrôle. Impuissant. Il détestait ce sentiment plus que presque rien au monde. Dans la salle de bal, les invités commençaient à se rendre compte que quelque chose clochait. Des chuchotements circulaient de table en table comme une brise dans les hautes herbes, discrets mais impossibles à ignorer. À la table 7, Madame Henderson, une femme qui portait beaucoup de perles et qui avait un avis sur tout, se pencha vers son mari et murmura entre ses mains. « Je te l'avais dit, Victor en fait toujours trop. Il veut que tout soit plus grand et meilleur que pour les autres. Regarde. La scène est vide depuis 10 minutes. » Son mari grogna. Il mangeait son petit pain en essayant de ne pas s'en mêler. À la table 12, un homme en costume gris consulta sa montre pour la 6e fois. Il s'appelait Gerald Foster, avait un vol tôt le lendemain matin et n'était venu que ce soir-là, car refuser l'invitation au mariage de Victor Radisson n'était pas chose courante lorsqu'on tenait à ses relations d'affaires. « Encore 5 minutes, murmura-t-il. Si rien ne se passe d'ici là, je rentre chez moi. » À la table numéro 3, tout près de l'avant, Sarah était assise dans sa magnifique robe de mariée blanche. Sa robe était ornée de minuscules perles fines, pour lesquelles son père avait longuement débattu avec le Créateur pendant 3 semaines. Ses cheveux noirs étaient relevés par des barrettes en diamant. Elle avait tout d'une princesse. Mais ses mains tremblaient sur ses genoux. « Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura-t-elle à Michael, son nouveau mari, assis à côté d'elle, très beau et lui aussi légèrement inquiet. « Ton père va arranger ça », répondit Michael. Il lui serra la main. « Il m'a promis que ce serait parfait. » Sarah regarda la scène vide. Le pied de micro était là, seul sous le projecteur, et d'une certaine manière, ce micro solitaire, sans personne pour chanter, semblait plus triste que tout le reste dans cette grande salle. Il m'a promis Marcus Miller. J'adore sa musique depuis mes 15 ans. Sarah, s'il te plaît, ne me dis pas que tout va bien. Elle le regarda, les yeux écarquillés. Je vois bien sur ton visage que tu n'es pas d'accord non plus. Michael n'a rien dit. Parce qu'elle avait raison. Pendant ce temps, de l'autre côté du bâtiment, près de l'entrée de service où allaient et venaient les camions de livraison, Elizabeth Parker vivait le plus beau moment de sa semaine. Elle avait trouvé de la nourriture. De la vraie, de la bonne nourriture. Elizabeth n'avait pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. La veille, elle avait trouvé un demi-petit pain posé sur une poubelle, encore dans son sac en papier, intact, comme si quelqu'un l'y avait déposé exprès, même si ce n'était probablement pas le cas. L'avant-veille, elle avait mangé une petite boîte de biscuits qu'elle avait achetée avec les dernières pièces qu'elle avait au fond de sa poche, puis avait bu de l'eau à une fontaine publique en essayant de calmer les gargouillis de son estomac. Elle était enceinte de 7 mois. Elle sentait que le bébé était en bonne santé. Elle le devinait à ses mouvements, petits, sûrs et constants, de petits coups et de petits coups de pied venant de l'intérieur, comme une minuscule personne qui lui rappelait sa présence. « Je suis là. Je suis toujours là. » Connuée. Elizabeth répondait toujours à voix basse quand personne n'était là pour l'entendre. « Je sais », murmurait-elle en pressant sa paume à plat contre le côté de son ventre où elle sentait le plus les coups. « Je sais que tu es là. Je ne vais nulle part. » Et elle le pensait vraiment. Peu importe le froid du banc, la longueur des files d'attente pour l'abri, ou le nombre de personnes qui passaient sans la regarder, elle ne partirait pas. Elle avait fait une promesse à cet enfant, et Elizabeth Parker tenait toujours ses promesses. Alors, lorsqu'elle avait tourné au coin de Harrington Avenue ce soir-là et perçu cette odeur chaude, beurrée, riche et authentique, qui émanait de derrière l'immense bâtiment blanc, ses pieds s'étaient mis à marcher vers lui avant même qu'elle ait pris sa décision. Le Golden Palace Resort. Elle en connaissait le nom, bien sûr. Tout le monde en ville le connaissait. Il se dressait au bout de l'avenue Harrington, comme sorti d'un rêve. Des colonnes de pierre pâle, des poignées de porte en laiton, des fleurs débordant d'urnes de part et d'autre de l'entrée et de magnifiques cascades blanches et dorées. Le genre d'édifice qui vous oblige à vous redresser d'un simple regard, même si vous n'y aviez rien à faire. Elizabeth, elle, n'y avait certainement rien à faire. Mais l'odeur de cette nourriture était irrésistible. Elle suivit le parfum jusqu'au côté du bâtiment, où un large chemin de béton menait à l'entrée de service. 2 gros camions de traiteurs étaient garés là, portes arrière ouvertes. Le personnel en blouse blanche s'affairait, portant des plateaux recouverts, sans prêter attention à rien d'autre qu'à leur destination. Elizabeth s'arrêta au bord du chemin. Son estomac gargouilla,
et elle était soulagée que personne ne puisse l'entendre. Elle savait qu'elle n'avait rien à faire là. Elle savait à quoi elle ressemblait. Son manteau usé, ses chaussures craquelées, le sac en bandoulière qui contenait toutes ses affaires. Elle savait qu'à tout moment, quelqu'un la remarquerait et lui dirait de partir. Mais le bébé donna 2 coups de pied rapides, comme pour dire « s'il vous plaît », et Elisabeth prit une inspiration et s'avança. Elle était presque arrivée à la porte de service quand l'agent de sécurité sortit. C'était un homme imposant, aux larges épaules, au visage grave, avec une radio à la ceinture. Il s'arrêta en la voyant et, pendant un instant, ils se regardèrent. « Événement privé, dit-il. Vous devez passer à autre chose. »« Je sais, dit Elisabeth. Je suis désolée. Je ne cherche pas les ennuis. » Elle marqua une pause. Son orgueil la tiraillait de l'intérieur, comme toujours. Elle résista. « Je n'ai pas mangé depuis quelques jours. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu de nourriture qui se perdait. N'importe quoi. Je n'aurais pas posé la question si j'avais eu le choix. » Le regard du garde glissa vers son ventre, puis revint à son visage. Il n'était pas cruel, elle le voyait bien. Il avait juste un travail à faire. « Je ne peux rien faire pour vous, » dit-il d'une voix plus douce. « S'il vous plaît. » Elle l'a dit simplement. Sans drame. Sans larmes. Des mots simples, dit clairement. « S'il vous plaît. » Le garde ouvrit la bouche. Derrière lui, la porte de service s'ouvrit brusquement. Une femme en robe noire se précipita dehors, le téléphone collé à l'oreille, le visage ruisselant de sueur et de panique. Elle faillit percuter le garde. « Excusez-moi, pardon », balbutia-t-elle en continuant son chemin, tout en parlant rapidement au téléphone. « Non, j'ai contacté 3 agences, personne n'est disponible à ce court préavis. »« Oui, je sais, je sais. » Elle disparut au coin de la rue. Le gardien la regarda partir, un peu perplexe. Puis, de l'intérieur, par la porte de service ouverte, parvint une voix furieuse. Pas un cri à proprement parler, mais tendu. La voix d'un homme habitué à être obéi et qui, à présent, ne l'était plus. « Alors, Patricia, pourquoi vous payez? Quel est votre rôle ce soir, sinon de régler précisément ce genre de problème ?» La porte claqua et la voix s'éteignit. Le garde expira par le nez. « Ça va faire des étincelles ce soir », murmura-t-il presque pour lui-même. « Que s'est-il passé ?» demanda Elisabeth. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait posé la question. Les mots lui sont sortis avant qu'elle puisse les retenir. Le garde la regardait, puis, peut-être parce qu'elle était manifestement inoffensive, peut-être parce qu'il avait besoin de le dire à quelqu'un, il a dit que le chanteur avait annulé. Marcus Miller, un artiste célèbre, devait se produire ce soir, mais il a annulé sa prestation il y a 1 heure. Un mariage à $1 demi-million et pas d'animation. Le patron perd la tête. Elisabeth resta immobile. Un sentiment étrange la traversa, une sensation qu'elle ne parvenait pas à identifier. Pas de l'excitation. Plutôt une forme de reconnaissance. Comme entendre un morceau de musique familier, sans pouvoir le situer précisément. Elle regarda la porte de service. Puis elle regarda le gardien. « Je sais chanter, » dit-elle. Le garde la fixa du regard. Puis il rit. Un rire pas méchant. Plutôt le rire de quelqu'un qui a entendu quelque chose de tellement inattendu qu'il ne sait plus quoi en faire. « Madame, je comprends parfaitement. » Elle garda une voix calme. « Je sais à quoi je ressemble en ce moment. Mais je sais chanter. C'est ma mère qui m'a appris. Je chante depuis toujours. » Elle marqua une pause. « Vous avez dit qu'il paierait n'importe qui capable de faire le travail ? » J'ai dit que le patron cherchait quelqu'un. Je n'ai rien dit à ce sujet. Alors laissez-moi essayer. Elle le regarda fixement. Qu'est-ce qu'il risque à me laisser essayer ? Le garde la dévisagea longuement. Il examina son manteau, ses chaussures, son sac, son ventre. Il la regarda en face. Il y vit quelque chose qui le laissa sans voix un instant. Puis il dit lentement. « Attends ici. » Il entra. Elisabeth resta seule sur le chemin de béton, près des camions de restauration. L'air froid lui piquait sa fine veste. Au-dessus d'elle, à travers les hautes fenêtres de la salle de bal, elle apercevait la lueur des lustres et les silhouettes de centaines de personnes attablées. Elle posa la main sur son ventre. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je sais que ça paraît fou. Mais voyons voir. » Le bébé a donné un coup de pied. Elisabeth sourit. Le garde revint 2 minutes plus tard. Son expression était difficile à déchiffrer. « Il vous recevra, dit-il. »
Mais je vous préviens tout de suite, cet homme n'est pas très patient ce soir, et il ne vous fera pas de cadeau si vous lui faites perdre son temps. Je comprends, répondit Elisabeth. Tu es sûre de vouloir faire ça? Elisabeth regarda la porte. Elle pensa à 3 jours sans vrai repas. Elle repensa au banc devant la bibliothèque, à l'air froid qui s'infiltrait par la fente de sa chaussure, et à l'abri qui était plein à craquer la nuit dernière et qui le serait probablement encore ce soir. Elle pensa au bébé qui grandissait, qui donnait des coups de pied et qui lui faisait entièrement confiance. Et elle pensa un bref instant à sa mère. À Clara Parker, qui chantait en étendant le linge, qui disait qu'une voix était un être vivant, qui avait dit à Elisabeth que le vrai courage n'était pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré la peur présente. J'en suis sûre, dit Elisabeth, et elle franchit la porte. L'intérieur du Golden Palace Resort était comme un autre monde. Elisabeth avait déjà vu de beaux bâtiments, elle était passée devant, avait regardé par leurs fenêtres, les avait admirés de l'extérieur comme on admire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, et la différence entre le contempler et s'y trouver était comparable à celle d'entrevoir une photo de l'océan et se retrouver soudainement les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Le couloir qu'ils traversèrent était large et recouvert d'une moquette rouge foncée, si épaisse qu'on s'y enfonçait légèrement à chaque pas. Les murs étaient couleur crème, ornés de liserés dorés, et tous les quelques mètres, un petit luminaire en forme de flamme de bougie diffusait une douce lumière jaune en cercle concentrique. L'air embaumait les fleurs, mêlé à une odeur précieuse qu'Elisabeth ne parvenait pas à identifier. Non pas un parfum à proprement parler, mais plutôt l'idée même du parfum, l'idée du luxe. Elle suivit le garde, dont il lui avait discrètement confié le nom, Thomas, à travers un couloir latéral, puis franchit une double porte massive qui s'ouvrait sur les coulisses, derrière la grande salle de bal. Et c'est là qu'elle l'aperçut. Victor Radisson leur tournait le dos, les yeux rivés sur une tablette que lui tendait un jeune homme portant un casque audio. Il était grand, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et son smoking lui allait comme un gant, avec cette élégance qui sied à ceux qui ont toujours porté des vêtements de luxe. Ses cheveux étaient argentés aux tempes. Il se tenait droit comme un homme qui ne s'était jamais permis, de toute sa vie d'adulte, de se tenir voûté. Thomas s'éclaircit la gorge. « Monsieur Radisson. » Victor se retourna. Son regard se posa immédiatement sur Elisabeth, et il fit comme presque tous les autres. Il scruta le manteau, les chaussures, le sac, le ventre, et son expression se crispa presque imperceptiblement. Pas vraiment de l'impolitesse. Plutôt l'air d'un homme qui recalcule quelque chose. « C'est la femme dont je vous ai parlé, monsieur, » dit Thomas. « Elle affirme savoir chanter. » Un silence s'installa dans les coulisses. Patricia, la responsable de l'événement, était apparue de nulle part et se tenait maintenant à l'écart. Son téléphone toujours à la main, elle observait la scène avec une expression qu'Elisabeth ne parvenait pas à déchiffrer. 2 autres membres du personnel avaient également interrompu leurs activités. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elisabeth se redressa. Victor la fixa longuement. Puis, d'une voix parfaitement neutre, il demanda « Quel est votre nom ?»« Elisabeth Parker. »« Avez-vous déjà joué professionnellement, Elisabeth ?»« Non, monsieur. » Une lueur passa dans ses yeux. « Avez-vous déjà joué? Avez-vous de l'expérience sur scène ?»« Non, monsieur. » Le silence s'assombrit. « Alors, reprit lentement Victor, vous n'avez aucune expérience professionnelle, aucune expérience de la scène, et vous êtes, fit-il en désignant brièvement et prudemment son ventre, enceinte jusqu'aux dents, et vous voulez chanter à la réception de mariage de ma fille devant 500 invités. Dit comme ça, Elisabeth trouva l'idée plutôt impossible. Oui monsieur, répondit-elle. Victor la regarda un instant de plus. Puis il se tourna vers Patricia. Patricia haussa légèrement les épaules, comme pour dire, je n'ai pas d'autre choix. Victor se tourna vers Elisabeth. Je te propose un marché, dit-il. Il le dit si fort que plusieurs membres du personnel se retournèrent pour écouter. Elisabeth comprit que ce n'était pas un hasard, que Victor Radisson agissait rarement par accident. Je vais vous faire monter sur scène, dit-il devant toute l'assemblée, et je vous donnerai l'occasion de chanter. Il marqua une pause. Mais j'ai une condition. Elisabeth attendit. Si tu peux chanter une seule chanson, une seule, et maintenir un silence absolu dans toute la pièce du début à la fin, sans que personne ne parle, ne rit, sans même chuchoter, je te paierai 15 000 $. Elisabeth entendit Patricia inspirer légèrement derrière elle. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda Elisabeth.
Un changement passa dans le regard de Victor. Peut-être du respect pour la question. Peut-être autre chose. Vous aurez alors eu l'occasion de chanter à la plus belle réception de mariage de la ville cette année, dit-il. Et je ferai en sorte que la sécurité vous raccompagne discrètement, sans aucun autre incident. Ce n'était pas très généreux. Élisabeth le savait. La situation semblait presque conçue pour la faire échouer. Car pourquoi 500 invités de mariage, riches et élégamment vêtus, resteraient-ils silencieux devant une inconnue en manteau usé? Ils se moqueraient d'elle. Ils cherchaient sans doute déjà un sujet de conversation. Mais 15 000 $. 15 000 $, c'était un nouveau départ. C'était un refuge sûr pour son bébé. C'était les visites chez le médecin, une chambre chaude et des provisions. C'était toute la différence entre le banc devant la bibliothèque et une vraie vie. Très bien, dit Élisabeth. Je suis d'accord. Victor acquiesça d'un signe de tête. Puis il se tourna vers Patricia. Prépare-la. 5 minutes. Patricia agit rapidement une fois ses instructions en main. Élisabeth devait bien l'admettre. En 2 minutes, elle avait trouvé une chaise pour Élisabeth, un verre d'eau et affiché un calme professionnel qui laissait supposer qu'elle avait déjà géré des situations bien plus étranges, même si son expression laissait penser le contraire. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda Patricia. « Un arrangement particulier ? Souhaitez-vous que le pianiste de la maison vous accompagne ?» Élisabeth réfléchit un instant. « Oui, » répondit-elle. « Un piano serait utile. Quelque chose de simple, en tonalité mineure. Je le guiderai une fois que nous aurons commencé. » Patricia parut légèrement surprise, puis hocha la tête et alla trouver le pianiste. Thomas lui apporta le verre d'eau et resta près d'elle, présent sans être intrusif. Élisabeth apprécia ce geste. Elle but l'eau lentement. Derrière le lourd rideau de scène parvenaient les sons de 500 personnes. Le murmure continu des conversations, le tintement des verres, un rire étouffé venant du fond de la salle. C'était le bruit de gens à l'aise, bien nourris, attendant d'être divertis. Ce bruit avait quelque chose de particulier, une sorte de confiance décontractée, qu'Élisabeth reconnut comme celui de personnes qui n'avaient jamais eu à s'inquiéter de grand-chose. Elle était sur le point de se retrouver au cœur de tout ça. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea, un lent mouvement, pas vraiment un coup de pied, plutôt comme s'il se retournait, comme pour se mettre à l'aise. Élisabeth faillit rire. « Tu crois que c'est une bonne idée ?» murmura-t-elle. Le bébé bougea de nouveau. « D'accord, » dit Élisabeth doucement. « D'accord, on va essayer. » Elle pensa à Daniel. Elle s'était interdite de trop penser à lui. C'était trop douloureux et épuisant, et elle ne pouvait se permettre de gaspiller son énergie en ce moment. Mais assise dans le silence du couloir des coulisses, à attendre, elle laissa le souvenir revenir. Elle avait rencontré Daniel Parker à l'âge de 23 ans. Il réparait la voiture de son voisin sur le parking de son immeuble, allongé sur le dos sur un morceau de carton, la moitié de son corps caché sous le véhicule. Elle avait failli trébucher sur ses jambes. Il était sorti de sous la voiture, le nez gras et l'air surpris, et elle avait ri avant de pouvoir se retenir, il avait ri aussi, et c'était tout. Ils avaient été heureux. Elle en était sûre, non pas comme on est parfois sûr de choses qui ne se sont pas produites, mais comme on est sûr de quelque chose qu'on a vraiment vécu. Leur appartement de Crane Street. La pizza du vendredi soir. Le rideau de cuisine jaune qu'elle avait cousu elle-même avec du tissu acheté au magasin à prix réduit. Daniel rentrait à la maison et se mettait aussitôt à lui raconter sa journée avant même d'avoir enlevé sa veste. La loterie l'avait changée d'une manière qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment. Durant les semaines précédant son départ, elle avait essayé de retrouver le Daniel qu'elle avait épousé, sous toutes ses nouveautés. Les nouveaux amis, les nouvelles habitudes, cette nouvelle version de lui-même qu'il semblait enfiler comme un déguisement. Elle avait essayé de le raisonner, avec patience, en lui posant des questions, en lui préparant des dîners à son goût, en s'attardant sur de longues conversations tard dans la nuit, une fois ses nouveaux amis partis. Mais sa décision était prise. « Je ne suis pas prêt, pour ça. Je suis désolé. » 7 mots. Et puis plus rien. Le pire, ce qui lui faisait encore mal au cœur rien qu'en y repensant, ce n'était pas l'abandon en lui-même. Les gens étaient partis. Elle le savait, elle l'avait toujours su au fond d'elle-même depuis la mort de sa mère. Les gens partaient et le monde continuait de tourner. Le pire, c'était qu'il avait aussi abandonné le bébé. Ce petit être à naître, qui n'avait rien fait d'autre qu'exister, qui n'avait eu aucun choix quant au moment, au lieu ou à la personne qui allait venir au monde.
Daniel avait appris l'existence de ce bébé et avait décidé que c'était trop compliqué. Trop difficile. C'était un rappel trop constant de la vie qu'il essayait de fuir. Elisabeth ne lui pardonnerait jamais cela. Elle n'était pas sûre d'en être capable. Madame Parker. Elle leva les yeux. Patricia était de retour, et à côté d'elle se tenait un jeune homme frêle aux yeux doux et aux nœuds papillons légèrement de travers. Il portait des partitions sous le bras. « Voici James », dit Patricia. « C'est notre pianiste attitré. Il dit qu'il peut s'adapter à tous vos besoins. » James lui adressa un petit sourire encourageant. Il avait environ 25 ans et l'air un peu décoiffé de quelqu'un qu'on aurait sorti précipitamment d'une pièce à côté. « J'ai entendu ce que tu fais », dit-il à voix basse pour qu'elle seule l'entende. « C'est courageux. » Elisabeth le regarda. « Ou stupide. » Il y réfléchit. « Peut-être les deux, » dit-il honnêtement. « À quoi jouons-nous » lui demanda-t-elle. Il écouta attentivement, posa 2 questions, puis hocha lentement la tête. « Je peux faire ça, » dit-il. « Voulez-vous que je vous suive ou que je vous guide ?»« Suivez-moi, » répondit-elle. « Reste près de moi et suis-moi où je vais. »« Tu peux faire ça ?»« Oui, » répondit-il avec l'assurance de quelqu'un qui le pensait vraiment. « Bien. » Elisabeth vida son verre d'eau et le posa. Elle se leva lentement, une main sur l'accoudoir comme elle n'avait plus le choix. Elle rajusta sa veste. Elle repoussa ses cheveux de son visage. Elle ne parvenait pas à arranger son manteau. Elle ne parvenait pas à arranger ses chaussures. Elle n'arrivait pas à se donner l'allure d'une invitée à un mariage à 200 000 $. Elle était ce qu'elle était, une jeune femme enceinte de 27 ans, qui dormait sur des bancs publics et survivait grâce à des restes, sur le point de monter sur scène devant 500 inconnus. Mais elle avait sa voix. Et sa voix ne l'avait jamais, pas une seule fois de toute sa vie, trahi. Victor Radisson entra le premier sur scène. Elisabeth observait depuis les coulisses tandis que la salle se taisait peu à peu. Cela ne prit pas longtemps. Il avait une présence à laquelle les pièces réagissaient instinctivement, comme les tournesols réagissent à la lumière sans qu'on le leur demande. « Mesdames et messieurs », annonça Victor au micro. Sa voix était douce et maîtrisée, et rien ne laissait deviner, à l'écouter, qu'il y a 20 minutes à peine, une veine palpitait sur son front, en coulisses. Nous avons apporté un léger changement au programme de ce soir. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, l'artiste que nous avions prévu de chanter ce soir est malheureusement dans l'impossibilité de se joindre à nous. Un murmure parcourut la salle. Cependant, poursuivit Victor, nous avons trouvé un remplaçant qui a généreusement proposé de chanter pour nous ce soir. Un bref silence. Je lui ai lancé un petit défi. Si elle parvient à maintenir le silence complet dans toute la salle, sans une seule conversation, sans un seul chuchotement, du début à la fin de sa chanson, elle recevra une récompense de 15 000 $. Le murmure s'intensifiait. Elisabeth distinguait des voix qui s'y frayaient un chemin. Qui est-ce? Une célébrité. 15 000 $. Il se moque de qui? Mesdames et messieurs, lança Victor, couvrant le brouhaha d'une voix claire. Veuillez accueillir Elisabeth Parker. Elisabeth fit son entrée sur scène. La lumière l'éclaira d'abord, chaude et vive, provenant de plusieurs directions à la fois, un éclairage scénique qui, par comparaison, rend tout ce qui se trouvait au-delà des limites de la scène très sombre. Elle distinguait nettement les 2 ou 3 premiers rangs, visage levé, lunettes à la main, expression allant de la curiosité à la perplexité, voire à l'amusement. Puis le murmure commença. Elle les entendait malgré la lumière et la douce musique de fond diffusée par les haut-parleurs. Elle se déplaçait dans la pièce comme une vague, pas une grosse vague, juste une petite ondulation, mais impossible à manquer. Qui est-ce? Est-elle enceinte? Que porte-t-elle? Victor ne peut pas être sérieux. Un rire. 2 rires. Vers le milieu de la salle, une femme murmura quelque chose à sa voisine de table, la main cachée, et toutes 2 réprimèrent un rire. Elisabeth s'avança vers le micro. Elle aperçut Victor, debout sur le côté de la scène, la regardant d'un air qu'elle ne parvenait toujours pas à déchiffrer. Elle vit Thomas au fond de la salle, les bras croisés, son visage massif impassible. Elle vit la mariée, Sarah, vêtue de blanc, à la table d'honneur, penchée en avant, un léger froncement de sourcils trahissant sa confusion. Elisabeth regarda les 500 visages qui la fixaient. Elle pensa qu'ils avaient déjà pris leur décision. Et puis elle se dit, tant pis. Les gens peuvent changer d'avis. Elle baissa les yeux un instant sur ses mains posées de chaque côté du pied de micro. Puis elle releva les yeux vers la salle. Elle fit un signe de tête à James, qui était au piano. Et James commença à jouer.
Les premières notes étaient douces. Presque trop doux. Comme si James faisait preuve de précaution, comme s'il avait compris sans qu'on le lui dise que ce moment exigeait une approche délicate, à l'image de ce qu'on aborde avec une chose fragile qui risque de se briser si on s'y prend trop vite. La mélodie qu'il jouait était simple. Quelques notes seulement, répétées et s'amplifiant lentement. Une mélodie qui ne s'annonce pas, mais qui s'insinue discrètement dans la pièce et s'installe à vos côtés avant même que vous ne vous en rendiez compte. Quelques personnes dans le public ont remué sur leur siège. La plupart continuaient de parler. À la table 9, un homme en costume bleu racontait avec enthousiasme un voyage de golf, sans presque jeter un coup d'œil à l'estrade. À la table 15, 4 femmes, penchées l'une vers l'autre, regardaient quelque chose sur leur téléphone et riaient discrètement. À la table numéro 2, tout près de l'avant, un groupe d'hommes d'un certain âge était plongé dans ce qui semblait être une conversation d'affaires. Leurs têtes étaient proches l'une de l'autre, leur voix basse mais assurée. Personne ne les écoutait vraiment pour l'instant. Elisabeth ferma les yeux. Elle fit ce que sa mère lui avait appris avant de chanter. Elle respira profondément et lentement jusqu'à la fin. Pas une respiration de performance, pas une respiration de préparation, mais le genre de respiration qui vous pénètre jusqu'au plus profond de vous-même et qui révèle ce qui s'y cache. La vraie. L'essentiel. Ce qui se trouvait au fond du cœur d'Elizabeth Parker ce soir-là n'avait rien de beau. C'était la nuit où Daniel était parti. C'était le bruit de sa clé qui ne tournait pas dans la serrure. 3 jours sans vrai repas, le bébé qui gigotait sur le banc devant la bibliothèque, et 50 portes d'abri toujours bondées. C'était le rire qui résonnait dans cette même pièce, 2 minutes plus tôt, quand elle était montée sur scène. C'était la voix de sa mère, le rideau jaune de la cuisine, et le petit pot de basilic sur le rebord de la fenêtre, mort faute d'arrosage. Elle prit tout. Puis elle ouvrit la bouche et chanta. La première note sortit doucement. Pas une douceur nerveuse. Ni timide, ni incertain, ni empreint d'excuses. Calme comme une rivière juste avant de se déchaîner en un torrent immense, profond et irrésistible. Une note solitaire, venue du plus profond de sa poitrine, se répandit dans la pièce comme une main tendue. L'homme en costume bleu continuait de parler. Mais la femme assise à côté de lui cessa de répondre. Elle avait légèrement tourné la tête vers la scène. Pas complètement, juste assez. Comme on se tourne quand on entend un bruit dans une autre pièce sans savoir encore ce que c'est. Elisabeth aborda le deuxième vers de la mélodie. Sa voix s'ouvrit davantage. Non pas plus fort, mais plus ample, comme une porte qui s'ouvre plus largement. Il y avait quelque chose de difficile à décrire à qui ne l'avait jamais entendu. C'était chaud, mais sous cette chaleur se cachait quelque chose de profondément froid. Quelque chose qui révélait la véritable origine de la chaleur, non pas le confort, mais le souvenir du froid. À la table 15, les 4 femmes qui avaient un téléphone levèrent les yeux. L'une d'elles posa son téléphone face contre table sans réfléchir. À la table 9, l'homme en costume bleu arriva à la chute de son histoire de golf et éclata de rire. Et il réalisa, au beau milieu de son rire, que personne ne riait avec lui. Ses voisins de table avaient tous les yeux rivés sur la scène. Il se retourna. Il regarda lui aussi la scène. Elisabeth ne pensait à rien de tout cela. Elle n'observait pas les visages, ne comptait pas les conversations et ne surveillait pas la salle. Elle était ailleurs, tout à fait, dans cet endroit où le chant la transportait lorsqu'elle chantait juste, non pas un lieu physique, mais un état d'être. Une sorte de porte ouverte en elle-même, qu'elle avait appris à franchir depuis sa plus tendre enfance. La chanson qu'elle chantait n'avait pas de paroles. C'était là tout son intérêt. Elle ne chantait pas les paroles de quelqu'un d'autre. Elle ne chantait pas une chanson apprise sur disque ou en cours. Elle chantait comme sa mère le lui avait appris, quand les mots ne suffisaient pas, quand ce qu'il fallait exprimer dépassait les limites du langage. Sa mère appelait cela du chant sans parole, un terme certes non technique, mais qui le décrivait parfaitement. Une mélodie porteuse de sens comme l'eau porte la lumière, non pas en le possédant, mais en le traversant. Elle chantait la perte. Elle chantait cette perte particulière qui ne vient pas de la mort, mais du choix de partir. Celle qui vous laisse planter là, dans une cuisine, un bout de papier à la main, avec 7 mots écrits dessus, à essayer de comprendre comment une personne aimée a pu vous regarder et décider que vous ne valiez pas la peine de rester. Elle chantait le froid. Le fait de connaître chaque banc dans un rayon de 5 kilomètres. C'est regarder les lumières des autres s'allumer aux fenêtres ensoleillées et ressentir, non pas de l'envie à proprement parler, mais une sorte de douce et douloureuse distance. C'est passer devant les boulangeries sans y entrer. C'est compter les biscuits. Et sous tout cela, au cœur même de la chanson,
Comme un fil d'or traversant un tissu sombre, elle chantait l'histoire du bébé. L'histoire de parler à quelqu'un qu'on n'avait pas encore rencontré. L'histoire de faire des promesses dont on n'était pas sûr de pouvoir tenir, et de les tenir malgré tout, parce que c'est ce que l'amour exige. Il s'agissait de cet espoir étrange, féroce et totalement irrationnel qui habite une personne ayant presque tout perdu et qui choisit encore de croire que demain sera différent. Elle n'avait pas décidé de chanter tout cela. Les mots jaillissaient simplement parce qu'ils étaient vrais, et la vérité, la vraie vérité, celle qui habite le corps et pas seulement l'esprit, est ce qu'une voix comme celle d'Elisabeth était faite pour porter. À la fin du premier couplet, la conversation à la table 9 s'était complètement interrompue. À la fin du deuxième couplet, la table 15 était silencieuse. Vers le milieu de la chanson, un événement remarquable se produisit dans la grande salle de bal du Golden Palace Resort. Chose probablement inédite dans une pièce remplie d'autant de personnes riches, importantes et sûres d'elles. Tout le monde s'est tu. Pas d'un coup. Cela s'est produit progressivement, comme les lumières qui s'éteignent une à une dans un immeuble, de l'avant à l'arrière, jusqu'aux recoins les plus reculés. Chacun s'est tu à son tour, au moment où la voix d'Elisabeth les a enfin atteints et où ils ont compris, sans qu'on le leur dise, sans même y penser, que quelque chose de réel se déroulait sur cette scène. Quelque chose qui méritait d'être entendu. Gérald Foster, de la table 12, qui consultait sa montre et pensait à son vol matinal, n'y pensait plus du tout. Assis, les mains à plat sur la table, les yeux rivés sur la scène, il aurait été incapable de dire à quel moment précis il avait cessé de penser à son vol, car il ne s'en souvenait absolument plus. Madame Henderson, de la table 7, s'était complètement tue. Son mari la regarda à un moment donné et remarqua que ses lèvres étaient pincées, formant une ligne fine et contrôlée, comme lorsqu'on s'efforce de maîtriser ses expressions. Elle serrait sa serviette sur ses genoux. Sarah, la mariée en robe blanche à la table 3, avait la main sur la bouche. Son nouveau mari, Michael, la tenait par les épaules, un peu plus fort que nécessaire, car il luttait pour se contenir, sans y parvenir tout à fait. Le silence était tel que la voix d'Elisabeth était le seul son qui résonnait. Anne James, au piano, la suivait à la lettre, comme promis, tout près, avec précaution et attention, les yeux glissant entre les touches du clavier dans son dos, son jeu s'adaptant en temps réel aux variations de sa voix, telle une ombre épousant chacun de ses mouvements sans le moindre décalage. Victor Radisson se tenait à l'écart. Il avait croisé les bras quand Elisabeth était sortie. L'attitude d'un homme observant la situation avec un détachement professionnel, l'évaluant, prêt à juger. Son visage était neutre, comme celui d'un homme qui avait passé des décennies à s'assurer que son expression ne trahissait rien qu'il n'était pas prêt à révéler. Son visage avait changé. Il ne savait pas exactement quand. Au beau milieu de la chanson, il avait remarqué que ses bras n'étaient plus croisés. Il s'était aperçu qu'il restait immobile, d'une façon différente de son immobilité habituelle. Non pas l'immobilité de la maîtrise, mais celle de quelqu'un qui est immobilisé. Il regardait Elisabeth. Ni le manteau, ni les chaussures, ni le ventre. Ce n'était pas le sac usé qu'elle avait posé quelque part en coulisses. Il observait une jeune femme, micro en main, n'ayant pour seul compagnon que sa voix et la vérité absolue de sa vie, qu'elle offrait à 500 inconnus qui s'étaient moqués d'elle 10 minutes plus tôt. Et il la regardait faire cela sans sourciller. Victor Radisson avait participé à d'innombrables négociations commerciales. Il avait siégé en face de certaines des personnes les plus influentes du pays, avait tenu bon et n'avait pas cédé. Il se considérait comme un homme d'expérience, difficile à surprendre. Elisabeth Parker l'avait pourtant surpris. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires, sa réputation ou le désastre que la soirée avait brièvement menacé de devenir. Il serra les lèvres. Il détourna le regard un instant, fixant le plafond. Il se retourna vers elle, car il ne pouvait faire autrement. La chanson touchait à sa fin. Elisabeth le sentait, comme on ressent la fin d'une longue marche. Pas vraiment de la fatigue, mais plutôt une sorte d'aboutissement. La mélodie revenait à son point de départ, comme le font toutes les mélodies, emportant avec elle tout ce qui s'était passé entre-temps. Tout ce poids contenu dans la musique. Sa voix s'éleva. Juste une fois, un instant, vers la fin, elle la laissa s'exprimer pleinement, comme sa mère le lui avait appris, comme on ne le fait que lorsqu'on a une confiance absolue en soi. Une note longue et claire qui monta encore, puis se suspendit dans l'air au-dessus de la salle de bal silencieuse, comme une présence tangible. Comme quelque chose qu'on pourrait toucher du bout des doigts. Personne ne respirait.
Puis sa voix redescendit, doucement, comme un objet délicatement posé sur une table. La dernière note était presque un murmure. James joua les 3 derniers accords du piano. Et puis, plus rien. Le silence. Un silence complet, absolu. Elisabeth se tenait devant le micro, les yeux fermés et une main posée sur son ventre, enveloppée par le silence de 500 personnes comme par une douce chaleur. Cela a duré 5 secondes. Puis 10. Le premier, ce n'était pas des applaudissements. C'était un sanglot isolé. Un petit sanglot aigu et involontaire, de ceux qui s'échappent avant même qu'on ait pu les retenir, et il venait du milieu de la pièce. Personne ne se retourna pour voir qui c'était. Nul besoin de s'inquiéter. Car quelques secondes après ce premier bruit, d'autres suivirent. Un léger reniflement provenant de la table 7. Une inspiration brusque venant du fond de la salle. Le bruit discret d'une serviette pressée contre le visage. Sarah, la mariée, ne chercha pas à le dissimuler. Elle pleurait à chaudes larmes, la main toujours sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues en fines lamelles malgré son maquillage impeccable. Son mari, Michael, lui caressait le dos en faisant de lents mouvements circulaires, les yeux brillants d'une vive lueur. Madame Henderson, de la table 7. La femme qui avait passé la soirée à dire que Victor en faisait toujours trop était assise, une serviette pressée contre le coin des yeux. Ses perles se soulevaient et s'abaissaient au rythme de sa respiration. Son mari avait la main posée sur la sienne, sur la table. Gerald Foster, qui avait les yeux rivés sur sa montre et songeait à partir, restait immobile, les mains à plat sur la nappe, le visage empreint d'une expression que quiconque le connaissait bien aurait jugée surprenante. Gerald Foster était un homme qui se targuait de ne jamais laisser transparaître ses émotions en public, et pourtant, à cet instant précis, son menton tremblait sans qu'il ne fasse le moindre geste. Elisabeth ouvrit les yeux. La pièce lui revint peu à peu. Les lustres, les roses blanches, les 500 visages, tous tournés vers la scène. Elle cligna des yeux une fois, éblouie par la lumière. Ce qu'elle vit la figea sur place. Elle avait imaginé 1001 possibilités pour cet instant. Des applaudissements polis et confus. Un silence gêné. Des rires plus forts qu'auparavant, dirigés vers elle. Elle s'était préparée à tout cela dans les secondes qui ont précédé son entrée en scène. Mais elle ne s'était pas préparée à ça. 400 personnes, dont beaucoup étaient sans doute très fières et très discrètes, assises à leur table luxueuse, les larmes aux yeux. Pour la mariée, les larmes aux yeux, les cheveux ornés de diamants. Pour tous ceux qui, 10 minutes plus tôt, la regardaient avec amusement et indifférence, et qui maintenant la fixaient d'un tout autre œil. Elisabeth ne trouvait pas les mots pour décrire ce que ses regards laissaient transparaître. Il lui fallut un instant pour le reconnaître, car cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu adresser à elle-même. Du respect. Puis Gerald Foster se mit à applaudir. Il le fit sans se lever, se mit simplement à applaudir depuis son siège, seul, le son de ses applaudissements déchirant le silence comme une pierre jetée dans l'eau calme. C'étaient des applaudissements forts et délibérés, de ceux qui ont du sens. La femme assise à côté de lui se joignit aussitôt à lui. Puis la table 15. Puis la table 9. Puis, en l'espace de 4 secondes environ, toute la moitié avant de la salle. Puis quelqu'un s'est levé. C'était l'un des hommes plus âgés de la table 2, celui qui était plongé dans une conversation d'affaires quand Elisabeth est sortie, celui qui n'avait pas regardé la scène pendant les 30 premières secondes. C'était un homme corpulent, aux cheveux argentés et portant une pochette rouge. Il se leva lentement, comme si ce geste était une affirmation délibérée, et il applaudit. C'est tout ce qu'il fallut. La salle se leva d'un seul élan, rapidement, chaque table entraînant la suivante dans son sillage, jusqu'à ce qu'en moins de 15 secondes, toute la grande salle de bal du Golden Palace Resort soit debout. 500 personnes. Toutes applaudissaient. Le son était assourdissant. Il emplissait la pièce du sol au plafond, rebondissait sur les lustres en cristal et revenait amplifié. Elisabeth, debout devant le microphone, vêtue de son manteau usé et de ses chaussures craquelées, l'accueillait la main sur le ventre, les yeux brillants. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle se tenait droite, comme à l'entrée de service lorsque le gardien s'était moqué d'elle, comme dans les coulisses du restaurant Victor Radisson lorsqu'il avait examiné son manteau et revu son jugement. Droite, calme et présente. Mais ses lèvres restaient fermement serrées. Thomas, debout au fond de la salle, les bras toujours croisés, contempla longuement la scène. Puis il baissa les yeux vers le sol. Puis il les releva. Il se mit lui aussi à applaudir, lentement et fermement,
comme le fait un homme lorsqu'il est sincère et ne se soucie pas d'être remarqué. James, au piano, avait cessé de jouer et s'était assis sur son banc, les mains sur les genoux, observant Elizabeth recevoir l'ovation debout avec une expression d'admiration silencieuse. Il avait joué à des centaines d'événements dans cette salle de bal. Il avait accompagné des chanteurs célèbres et des musiciens renommés, et même, lors d'un gala d'entreprise, un artiste très connu arrivait avec une suite de 12 personnes. Il n'avait jamais ressenti une telle réaction de la part de la salle. Il se retourna vers son piano et joua 3 accords discrets, rien de formel, juste une petite offrande intime, puis croisa les mains et laissa les applaudissements suivre leur cours. Victor Radisson monta sur scène. Les applaudissements variaient légèrement à son apparition, non pas moins forts, mais différents, comme un son qui change selon sa signification. Les regards se tournèrent vers lui, ainsi que vers Elizabeth, curieux de la suite. Victor s'avança vers le micro. Elizabeth s'écarta pour lui faire de la place. À cet instant, il marqua une pause et la regarda droit dans les yeux. Pendant un bref instant, ils furent seuls tous les deux dans cette immense salle. Le milliardaire dans son smoking impeccable et la sans-abri dans son manteau usé, à 1 mètre l'un de l'autre sur une estrade. Victor Radisson lui fit un signe de tête. C'était un petit mouvement, bref, mais un hochement de tête qui signifie quelque chose de précis. Ni une salutation, ni un congé, mais une reconnaissance, le geste d'une personne qui en reconnaît une autre, qui la reconnaît véritablement. Elizabeth lui rendit son hochement de tête. Puis Victor se tourna vers le micro et leva la main. Les applaudissements s'estompèrent peu à peu. Les gens se rassirent lentement, à contre-cœur, comme on s'assoit quand on préférerait rester debout. Quand le silence se fit, Victor prit la parole. « Je dois des excuses à cette femme, » dit-il. Sa voix était calme et maîtrisée comme toujours, mais il y avait quelque chose, sous cette apparente maîtrise, qu'Elizabeth pouvait percevoir même à 1 mètre de distance, quelque chose qui n'était pas là 1 heure auparavant, lorsqu'il était en coulisses, la veine palpitante et la mâchoire serrée. Un silence de mort régnait dans la salle. Quand Elizabeth est venue me voir ce soir, poursuivit Victor, je l'ai regardée et j'ai décidé qui elle était et ce qu'elle valait avant même qu'elle ait prononcé un seul mot, outre son nom. J'ai observé ses vêtements. J'ai observé sa situation. Et j'ai décidé, sans aucune preuve, sans aucune impartialité, qu'elle n'avait probablement rien à offrir. Il marqua une pause. J'avais tort. Un murmure parcourut la pièce. Ce n'était pas le murmure commérage de tout à l'heure, c'était différent. Plus bas, plus grave. En 30 ans de carrière, dit Victor, j'ai côtoyé des gens qui avaient tout. La bonne formation, les bonnes relations, les beaux costumes, les mots justes, et j'ai été déçu. Ce soir, une jeune femme est montée sur scène sans rien de tout cela, et elle a rappelé à chacun d'entre nous ce que signifiait réellement avoir quelque chose d'authentique à offrir. Il se tourna légèrement vers Elizabeth. « Elizabeth Parker, dit-il, vous avez bien mérité vos 15 000 $. Les applaudissements reprirent aussitôt, plus fort encore. Sarah se releva, vêtue de sa robe blanche, et applaudit à tout rompre, sans se soucier le moins du monde de son maquillage ni de sa coiffure impeccable. Elizabeth se tenait sur le côté de la scène et accepta le montant. Intérieurement, elle faisait des calculs très rapides et très intimes. 15 000 $. Un dépôt de garantie pour un appartement. Un vrai, avec une serrure qui fonctionne, un chauffage qui se met en marche le soir et une fenêtre qui donne sur autre chose qu'un parking. Des visites chez le médecin pour le reste de la grossesse. Un vrai lit. De la nourriture, de la vraie nourriture, sans avoir à la rationner ni à s'inquiéter. Un début. 15 000 $, c'était ça. Pas la solution à tous les problèmes, pas la fin miraculeuse de toutes les difficultés, mais un début. Un point d'appui. Un endroit où se tenir debout pendant qu'elle réfléchissait à la suite. Elle était encore plongée dans ses calculs lorsque Victor se retourna vers le micro. Mais, dit-il, le silence retomba aussitôt dans la salle. Cependant, ces mots prononcés par Victor Radisson en public eurent l'effet d'une main levée. Les gens s'arrêtèrent et lui prêtèrent attention. Elizabeth le regarda. 15 000 $, c'est ce que j'avais promis, dit Victor. Et je tiens toujours mes promesses. Mais ce soir, je me rends compte que je suis capable de bien plus que ce que j'ai promis. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking et en sortit une petite fiche blanche, du genre de celle qu'on distribue aux assistants avec des instructions. Il la regarda un instant, puis la remit dans sa poche. « Patricia », dit-il sans trop élever la voix. Patricia apparut aussitôt sur le côté de la scène.
Elle se tenait manifestement juste en coulisses, attendant. Oui, monsieur. Appelez le Méridien lundi matin. Je souhaite qu'un appartement de 2 chambres soit mis à ma disposition. Meublé. Je m'occupe de la première année. La plume de Patricia était déjà en marche. Appelez également le cabinet du docteur Reeves. Suivi de grossesse complet, de l'accouchement à la période postnatale. Tout est pris en charge. Le silence était total dans la pièce. Non pas le silence poli de ceux qui attendent la suite, mais le silence attentif de ceux qui assistent à un événement inattendu et qui veulent entendre chaque mot. Le stylo de Patricia continuait de se déplacer. Et appelez l'académie. Victor marqua une pause. Dites-leur que je parraine un nouvel élève. Entraînement vocal. Programme complet. Il jeta un coup d'œil à Elisabeth. Dès qu'elle sera prête. Il se tourna vers le micro. Mesdames et messieurs, dit-il, la vraie valeur ne se révèle pas d'avance. Il ne se présente pas vêtu de la tenue appropriée ni à l'entrée principale. Un bref silence. Parfois, il frappe à la porte de service. Et la seule question qui compte, c'est de savoir si vous êtes assez sage pour l'ouvrir. Il s'éloigna du micro. La salle explosa de joie. Elisabeth restait immobile au milieu de tout ce brouhaha. Le bruit l'enveloppait. Applaudissements, voix, grincement de chaises tandis que d'autres personnes se levaient. Quelqu'un près de l'avant a crié quelque chose qu'elle n'a pas bien compris à cause du brouhaha ambiant. Elle repensait à un mardi après-midi dans un petit appartement de Crane Street. Elle repensait à un rideau de cuisine jaune, à un pot de basilic et au bruit d'une clé qui ne fonctionnait pas dans une serrure pourtant changée. Elle pensait à sa mère, à Clara Parker qui chantait pendant que le linge séchait, à un banc de piano dans un petit salon, à une voix décrite comme un être vivant qui avait besoin de respirer. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea. Un coup de pied fort et net, le plus décisif depuis des jours, comme si le bébé avait tout entendu et avait un avis bien tranché sur la question. Elisabeth rit. Un rire bref, surpris et sincère lui échappa, seule sur scène, au milieu d'une ovation, riant d'un coup de pied de son enfant à naître. Elle serra les lèvres et tenta de se calmer, mais ses yeux étaient désormais remplis de larmes, et elle ne pouvait rien y faire. Elle contempla la salle. 500 inconnus, devenus en l'espace d'une chanson une chose pour laquelle elle n'avait pas encore de mots. Pas des amis, elle ne les connaissait pas. Pas de la famille. Autre chose. Des témoins, peut-être. Des gens qui avaient été présents à ce moment-là et qui en avaient été suffisamment marqués pour que cela ait une signification. Elle pensa, si seulement tu pouvais voir ça, maman. Et comme elle entendait la voix de sa mère aussi clairement que si Clara Parker se tenait à ses côtés sur scène, elle entendit la réponse. Je peux, Lizzie. Je vois tout. Patricia était une femme d'une efficacité redoutable. Elisabeth l'avait remarqué pendant les 10 minutes en coulisses avant le spectacle. Sa façon de bouger, sa façon de parler, la façon dont son stylo apparaissait avant même que Victor ait fini sa phrase. Mais elle le voyait plus clairement maintenant, dans l'heure qui suivit le spectacle, tandis que Patricia, de simple organisatrice, se transformait en une véritable force de la nature, d'une organisation impeccable. Un quart d'heure après les annonces de Victor, Elisabeth était installée dans un petit salon privé, à 2 pas du couloir principal. Une pièce calme, à la lumière tamisée, avec un long canapé et une table basse. Le genre d'espace que les lieux prestigieux réservent aux occasions nécessitant de la discrétion. On lui avait apporté une assiette. De la vraie nourriture, pas des restes, pas des miettes, mais une assiette du repas de mariage. Du rôti de bœuf tranché, des légumes rôtis, un petit pain beurré et un bol de ce qui s'est avéré être une excellente soupe aux champignons. Elisabeth commença à manger avec précaution. Puis elle se mit à manger avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait faim depuis 3 jours et à qui on permettait enfin de cesser de faire semblant du contraire. Patricia était assise en face d'elle, un bloc-notes à la main, et lui expliquait les choses d'une voix calme et posée, ce qui la réconforta profondément après une soirée d'incertitude. Le Méridien, l'une des résidences de Victor, disposait d'un appartement de 2 chambres au 4e étage, actuellement inoccupé. Patricia y avait déjà laissé un message. L'appartement était meublé. Il y avait un lit, un canapé, une table de cuisine et les appareils électroménagers de base. Pour Elisabeth, cela paraissait tellement extravagant qu'elle devait se rappeler que c'était bien réel. Le docteur Reeves est l'une des meilleures obstétriciennes de la ville, a dit Patricia en prenant note. Je vous fixe un premier rendez-vous en début de semaine prochaine. Elle voudra faire un bilan complet et faire le point sur vos antécédents prénataux. Avez-vous des dossiers médicaux que nous pourrions consulter ?
Certains, répondit Elisabeth. J'avais des rendez-vous au début, il y a quelques mois, avant que la situation ne change. Elle marqua une pause. Je peux les obtenir. Patricia acquiesça et prit des notes sans demander plus de détails, ce qu'Elisabeth apprécia. L'Académie des arts musicaux propose des cours de chant 3 jours par semaine, poursuivit Patricia. Le matin. Monsieur Radisson a obtenu un financement complet, couvrant les frais de scolarité, le matériel et une petite allocation mensuelle pour les dépenses annexes. Elle leva les yeux. C'était son ajout. Il m'a appelé pendant la réception. Elisabeth posa sa fourchette. Il vous a appelé pendant la réception? Il s'écarta un instant. Patricia garda une expression neutre et professionnelle, mais quelque chose laissait entendre que ce comportement n'était pas totalement surprenant. Il tenait à s'assurer que l'indemnité soit bien incluse. Il a dit, et je cite, « Le talent sans soutien n'est que du potentiel, et le potentiel ne paie pas le bus. » Elisabeth fixa un instant l'assiette devant elle. « Pourquoi fait-il tout ça ?» demanda-t-elle. Patricia réfléchit à la question avec l'air de quelqu'un qui avait travaillé assez longtemps pour Victor Radisson pour avoir sa propre réponse, mais qui hésitait sur la quantité à révéler. « C'est un homme complexe, dit-elle finalement. Il peut être très dur et très fier, et parfois vraiment difficile de travailler pour lui. » Elle marqua une pause. Mais il a grandi dans la pauvreté. La plupart des gens dans cette ville l'ignorent car ils n'en parlent pas. Ils n'aiment pas ça. Un autre silence. Je crois que ce soir lui a rappelé quelque chose auquel il préfère ne pas trop penser. Elisabeth n'a pas demandé de quoi il s'agissait. Elle reprit sa fourchette. Thomas frappa à la porte et passa la tête. Son visage, déjà grave et sérieux, était légèrement différent de ce qu'il était auparavant. Ses yeux étaient plus doux, pensa Elisabeth. Il tenait une enveloppe. Monsieur Radisson m'a demandé d'apporter ceci, a-t-il dit. Elisabeth la prit. À l'intérieur se trouvait un chèque déjà établi d'un montant exact de 15 000 $. La signature en bas était nette et affirmée. Le genre de signature qu'on trouve chez quelqu'un qui a signé d'innombrables documents importants et qui, depuis longtemps, ne se soucie plus de la lisibilité. Elle la tint entre ses mains et la contempla un instant. Elle le plia ensuite soigneusement et le glissa dans la poche intérieure de son manteau, contre sa poitrine, là où elle sentirait s'il bougeait. Thomas hocha la tête une fois et ferma la porte. Au moment où Elisabeth fut prête à partir, vers 11 heures, elle avait avec elle une boîte à provisions que Patricia avait insisté pour lui préparer, une carte avec l'adresse du Méridien et un nom de contact, ainsi que le numéro direct de Patricia inscrit au dos d'une carte de visite. La réception battait toujours son plein. Elle l'entendait encore en retournant dans le couloir moquetté vers la sortie de service. De la musique, diffusée par un DJ apparemment retrouvé on ne sait où, animait les lieux, et l'on entendait des gens danser et des éclats de rire chaleureux et sincères, bien loin des rires stridents du début de soirée. Une cérémonie de mariage bat son plein. Les gens font la fête. Elisabeth s'arrêta un instant dans le couloir et écouta. Elle poussa la porte et sortit dans la nuit. Le froid la saisit aussitôt, ce même froid qui l'attendait depuis le début de la soirée, patient et indifférent, tandis qu'elle était bien au chaud à l'intérieur. Elle resserra son manteau et ajusta la bandoulière de son sac. Les camions de restauration avaient disparu. L'entrée de service était calme. Au-dessus d'elle, le ciel était d'un gris foncé particulier, typique des ciels de ville qui ne s'assombrissent jamais complètement à cause de la lumière qui le traverse. Aucune étoile à l'horizon, mais Elisabeth s'y était habituée. Le ciel des villes n'était pas fait pour les étoiles. Il était fait de la lueur des fenêtres des autres, qui avaient un certain réconfort, pour peu qu'on sache la regarder. Elle se mit à marcher. Pas vers le banc de la bibliothèque. Pas ce soir. Patricia avait proposé de lui réserver une chambre d'hôtel pour la nuit, apparemment sur les instructions de Victor, et lui avait donné la carte d'un établissement situé à 3 rues de là. Ce n'était pas le Golden Palace Resort, avait précisé Patricia, presque en s'excusant, mais c'était propre, sûr et déjà payé, et une clé de chambre l'attendrait à la réception, auprès d'Elisabeth Parker. Une clé de chambre. Sous son nom. Elisabeth s'en approcha, le chèque contre sa poitrine, le récipient de nourriture dans son sac, le bruit de ses pas sur le trottoir. Et pour la première fois en 8 semaines, elle ressentit quelque chose qui n'était pas tout à fait du bonheur, le bonheur lui paraissait trop superficiel pour ce que c'était, mais quelque chose qui y ressemblait. Quelque chose de plus concret. La chambre d'hôtel était petite et propre, comme Patricia l'avait décrit. Il y avait un lit avec une couette blanche et 2 oreillers. La salle de bain était équipée d'eau chaude.
Élisabeth s'en rendit compte immédiatement, car la première chose qu'elle fit après avoir posé son sac fut de faire couler l'eau de la douche à pleine température et de rester longuement sous le jet, les yeux fermés, l'eau ruisselant sur ses épaules et la vapeur emplissant la petite pièce blanche. Elle ne pensait à rien de particulier. Ou plutôt, elle se laissa aller à penser à tout, comme on ne peut le faire que lorsqu'on se sent enfin suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Elle avait relâché un peu toutes les choses qu'elle portait avec précaution, fermement, comme on porte un objet fragile dans une foule. Sans les laisser tomber. Pas encore. Mais détends-toi. Elle pensa à l'appartement du Méridien. 2 chambres. Une chambre pour elle et une pour le bébé. Une vraie chambre pour le bébé, avec une porte, des murs et une fenêtre. Pas un coin de chez quelqu'un, pas un lit de fortune, pas un banc public. Une chambre. Elle pensa au docteur Reeves et à ce que cela lui ferait d'être bien prise en charge, d'avoir des rendez-vous, un dossier médical, quelqu'un qui connaîtrait son nom, ses antécédents, les battements de cœur du bébé et tous les détails importants liés à la venue au monde d'un nouvel être humain. Elle pensa à chanter. 3 matinées par semaine, dans un endroit approprié, avec un enseignement de qualité. Elle essayait d'imaginer ce que cela ferait, mais elle n'y parvenait pas vraiment, car elle n'avait jamais reçu de formation formelle. Elle n'avait eu que les instructions de sa mère et son propre instinct. Comment serait-elle devenue, forte de son expérience d'enseignante? Quelle serait la profondeur de sa voix? Elle appuya sa main contre les carreaux chauds et humides de la douche et respira profondément. Tout ira bien, murmura-t-elle au bébé. Elle ne jouait pas la comédie pour qui que ce soit. Il n'y avait personne pour l'entendre. Elle le dit simplement parce que c'était vrai et parce qu'après 8 semaines à le porter comme un espoir, une prière et un souhait désespéré, c'était un soulagement presque indescriptible de le dire comme une réalité. Le bébé bougea, non pas un coup de pied cette fois, mais un long et lent mouvement de roulement, tout son corps se tournant comme le font les bébés lorsqu'ils sont à l'aise. Élisabeth sourit. Elle avait mieux dormi cette nuit-là que depuis 2 mois. Aucune brise froide ne traversait sa veste. Aucun bruit de la rue. Pas de demi-sommeil attentif, comme celui de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas en sécurité et qui garde une partie de son esprit en alerte, même quand le reste est épuisé. Elle remonta la couette blanche, ferma les yeux et s'endormit avant même d'avoir terminé sa pensée. Elle ne rêvait pas. Ou si elle rêvait, elle ne s'en souvenait pas. Elle dormait simplement, profondément et paisiblement, une main posée sur son ventre et son manteau suspendu au dossier de la chaise, le chèque soigneusement plié à l'intérieur. Au matin, la lumière filtrait à travers les rideaux, formant un long filet pâle qui se posait sur la couette blanche et caressait le visage d'Élisabeth. Elle s'éveilla lentement, comme on se réveille quand rien d'urgent ne nous presse. Elle resta immobile un instant. Elle regarda le plafond. Elle pensa, « Hier, je dormais sur un banc. » Puis elle pensa, « Aujourd'hui, c'est différent. » Elle se leva et prit une nouvelle douche, elle le put, alors elle le fit, avec la simplicité et la générosité de celle qui, après avoir récemment été privée du nécessaire, n'a pas cessé d'en être reconnaissante. Elle mangea le contenu du récipient préparé par Patricia, du rôti de bœuf froid, le reste du petit pain et une pomme ajoutée à la dernière minute, qu'elle dévora jusqu'au trognon. Elle s'assit alors sur le bord du lit, sortit le chèque de la poche de son manteau et le regarda à nouveau à la lumière du matin. 15 000 $. Le montant était identique à celui de la veille au soir. C'était réel. Elle le tenait délicatement et réfléchissait aux aspects pratiques. D'abord, à un compte bancaire, car elle avait fermé le sien 3 mois auparavant, faute de liquidité. Il lui faudrait une pièce d'identité, qu'elle avait glissée dans la poche intérieure de son sac. Elle devrait appeler le numéro figurant sur la carte de Patricia pour confirmer les détails de l'appartement. Elle repensait à toutes ces petites étapes fastidieuses et nécessaires pour reconstruire sa vie à partir de rien. Et elle s'est aperçue que cela ne la dérangeait pas. L'ennui et la nécessité n'étaient pas anodins. L'ennui et la nécessité, c'était précisément à quoi ressemblait une fondation. Elle enfilait sa veste, le même vieux manteau usé car c'était le seul qu'elle possédait encore. Même si cela allait bientôt changer, quand son téléphone vibra. Elle avait toujours son téléphone. Il était vieux et l'écran était fissuré en diagonale dans le coin inférieur droit, mais elle avait réussi à payer son forfait tant bien que mal, en réunissant chaque mois le montant minimum avec les maigres revenus qu'elle recevait. C'était son lien avec le monde, avec les refuges, les offres d'emploi, avec sa cousine qui habitait dans un autre état et prenait de ses nouvelles de temps en temps. Elle regarda l'écran. Un numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre. Les numéros inconnus annonçaient rarement bon signe. C'étaient des propriétaires,
des agences de recouvrement, des vendeurs et parfois même des spams cruels annonçant des gains au loto. Elle répondit. Elisabeth. La voix lui parut familière presque immédiatement, pas une voix qu'elle connaissait bien, mais une voix qu'elle avait entendue assez récemment pour la situer sans difficulté. Basse, calme et prudente, elle se rassit sur le bord du lit. Monsieur Radisson, dit-elle. J'espère que je n'appelle pas trop tôt, dit Victor. Sa voix au téléphone était légèrement différente de celle qu'il avait eue en personne. Un peu moins formelle, si c'était possible, comme on l'est parfois quand on n'est pas sous le regard d'autrui. Toujours maîtrisé. Toujours prudent. Mais sans la dimension de performance publique qu'impliquait le fait de se tenir devant 500 personnes. Non, dit Elisabeth. J'étais déjà levée. Tant mieux. Un bref silence. Je voulais m'assurer que tout était en ordre avec l'hôtel. Patricia a dit qu'elle s'en était occupée, mais je préfère vérifier moi-même. C'était parfait, dit Elisabeth. C'était même plus que parfait. Merci. Bien, répéta-t-il. Nouvelle pause, un peu plus longue cette fois. Le genre de pause qui laisse deviner qu'on est en train de prendre une décision. Il y a autre chose dont je voudrais te parler, dit Victor. Pas aujourd'hui. Prends le week-end pour te reposer et te détendre. Mais j'aimerais que vous passiez à mon bureau lundi, après votre appel au Méridien, une fois vos affaires réglées le matin. Patricia vous enverra l'adresse. Nouvelle pause. J'aimerais vous parler d'une opportunité. Une vraie. Elisabeth resta silencieuse un instant. Quel genre d'opportunité ? Demanda-t-elle. Ce genre d'opportunité s'explique mieux de vive voix, répondit Victor. Je demanderai à Patricia de vous donner tous les détails dans le message qu'elle vous enverra. Mais Elisabeth, il s'arrêta. Repose-toi ce week-end. Mange correctement. Fais ce que tu n'as pas pu faire jusqu'à présent. Lundi sera bien assez tôt pour le reste. Il a dit au revoir et a raccroché. Elisabeth était assise au bord du lit, le téléphone sur les genoux, et observait la traînée de lumière matinale sur le tapis. Elle ne savait pas quoi penser de Victor Radisson. Il était difficile à cerner. C'était un homme qui l'avait regardé, avait évalué sa valeur en 3 secondes et s'était trompé, et qui, ensuite, s'était tenu devant 500 personnes et l'avait affirmé sans ambages, ce qui exigeait un courage qu'elle ne lui attendait pas. C'était un homme généreux, qui donnait sans compter le chèque, l'appartement, les soins médicaux, les cours de musique, mais qui appelait aussi à 8 heures du matin pour confirmer la réservation d'hôtel, ce qui laissait supposer que générosité et besoin de contrôle n'étaient pas incompatibles chez lui. D'une certaine manière, il lui rappelait elle-même, sans qu'elle puisse vraiment l'exprimer. Pas de manière évidente. Pas par la richesse, le pouvoir ou la notoriété de son nom dans la ville. Mais par la détermination de quelqu'un qui avait très tôt décidé de ne pas se laisser abattre par les circonstances. Elle avait su tirer profit de ce que la vie lui offrait et choisir, délibérément et à maintes reprises, d'en faire quelque chose plutôt que de s'y effondrer. Elle mit son téléphone dans sa poche. Puis elle prit son sac, rajusta son manteau et partit à la recherche d'une banque. Le week-end passa dans le calme. Elisabeth n'était pas habituée au silence. Elle était habituée au silence angoissant de l'exposition, au silence d'un banc de parc où le moindre bruit pouvait signifier un danger, où le repos n'était jamais vraiment reposant car une partie d'elle-même restait toujours aux aguets. C'était différent. C'était le calme d'une pièce à la porte verrouillée, avec un radiateur chaud et aucune raison de garder un œil ouvert. Elle dormait. Elle mangea. Elle trouva une petite épicerie à 2 rues de l'hôtel et fit ses courses avec soin, choisissant des choses pratiques et achetant tout ce dont le bébé avait besoin. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et contemplait la ville comme elle n'avait plus pu le faire depuis Crane Street, dans un état de sérénité plutôt que de survie. Samedi après-midi, elle appela sa cousine Linda, qui vivait dans un autre état et qui avait été son principal contact humain ces 8 dernières semaines. Linda répondit à la 2e sonnerie. Liz. Sa voix semblait toujours un peu anxieuse quand Elisabeth appelait, car les derniers mois lui avaient donné des raisons de l'être. Ça va. Ça va, répondit Elisabeth. Je vais très bien. Je dois te dire quelque chose. Elle le lui a dit. Linda resta silencieuse pendant la majeure partie de l'entretien, ce qui était inhabituel car elle n'était généralement pas du genre discrète. Elle posa 2 questions. Êtes-vous sûr que c'est authentique ? Et, le chèque est-il en lieu sûr ? Elisabeth répondit par l'affirmative aux 2 questions. Quand elle eut fini, un long silence suivit au téléphone. Puis Linda dit d'une voix qui s'efforçait de paraître normale sans y parvenir tout à fait. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de ne pas abandonner. Je te l'ai dit,
Lise. Je te l'ai répété à chaque fois. Tu l'as dit, dit Elisabeth. Il va falloir que tu te souviennes que je l'ai dit. Elisabeth rit. Un vrai rire, de ceux qui viennent du ventre, et dans son cas, le bébé aussi, qui donnait des coups de pied en réponse, comme pour se joindre à la fête. Je m'en souviendrai, dit-elle. Tant mieux. La voix de Linda s'était brisée. Tant mieux. Parce que j'ai tellement, elle s'arrêta. Ça recommence. J'ai eu peur pour toi. Je voulais que tu le saches. Chaque jour. Je sais, dit doucement Elisabeth. Je sais que tu l'as fait. Ils ont longuement discuté ensuite. Pas de choses pratiques, mais de petites choses, le genre de choses dont ils parlaient avant que tout ne change. Ce que faisait la plus jeune fille de Linda à l'école. Une émission de télévision qu'Elisabeth avait manqué ces 2 derniers mois. La haie immense que le voisin de Linda avait plantée et qui bloquait désormais la lumière pour tout le monde, et la dispute de voisinage qui en avait résulté. Des choses simples, des choses réconfortantes. Elisabeth était assise près de la fenêtre de l'hôtel, le téléphone à l'oreille. Les lumières de la ville s'allumaient une à une tandis que l'après-midi cédait la place au soir, et elle éprouvait le réconfort particulier d'être reconnue par quelqu'un qui la connaissait depuis longtemps. Le dimanche, elle le passa surtout en silence. Elle marchait, non pas d'un pas pressé et déterminé, comme on cherche de quoi se nourrir ou s'abriter, mais d'un pas lent et attentif, comme on redécouvre le monde en toute sécurité. Elle marcha 3 pâtés de maison dans chaque direction depuis l'hôtel. Elle trouva un petit parc aux arbres dénudés par l'hiver et à la fontaine hors service pour la saison, et elle s'assit sur un banc. Un banc qu'elle avait choisi, et non un banc où elle avait été réduite, et elle y resta 1 heure. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à ce que signifiait transmettre quelque chose à un enfant. Une voix, une façon de respirer, une manière de trouver la paix dans les moments difficiles. Sa mère lui avait tout donné, l'avait déposé entre ses mains avec tant de soin et de précision que même 8 ans après la mort de Clara Parker, Elisabeth découvrait encore de nouvelles choses que sa mère lui avait transmises. Elle posa la main sur son ventre. « Je vais te donner des choses aussi, » murmura-t-elle au bébé. « Je vais tout te donner. » Le parc était désert, à l'exception d'un homme promenant son chien au loin, à l'autre bout. Personne ne regardait. Personne n'était à portée de voix. Assise sur le banc dans le calme hivernal, Elisabeth fredonnait quelques mesures d'une mélodie douce et grave. Non pas la chanson sans parole de la veille, mais une chanson plus ancienne, une des mélodies de sa mère, un air tendre que Clara fredonnait souvent en cuisinant le dimanche matin. Le bruit se perdit dans l'air froid. Elisabeth resta assise un moment, l'écoutant attentivement. Puis elle se leva, rajusta sa veste et retourna vers l'hôtel. Demain était lundi. Le message de Patricia était arrivé samedi après-midi. Un SMS bref et concis avec l'adresse du bureau de Victor et l'heure. 11 heures. Juste en dessous, un deuxième message. Le Méridien vous préparera vos clés à 9 heures. Le numéro de l'unité est le 412. Appelez ce numéro à votre arrivée et demandez Robert. Elisabeth l'a lu 3 fois. Unité 412. Un nombre. Un nombre réel précis pour un lieu réel précis qui allait lui appartenir. Elle avait programmé le réveil de son téléphone à écran fissuré pour 7h30. Le lundi matin arriva gris et froid, avec une fine couche de nuages s'étendant uniformément sur le ciel, donnant à la ville l'apparence d'un dessin au crayon. Elisabeth était levée avant que le réveil ne sonne. Elle prit une douche, s'habilla et mangea les dernières provisions de samedi. Des toasts préparés avec le petit grille-pain de sa chambre d'hôtel, une orange et le fond de la brique de lait qui se trouvait dans le petit réfrigérateur. Elle mit son manteau. Elle prit son sac. Elle jeta un coup d'œil à la chambre d'hôtel. La couette blanche était soigneusement remontée. La serviette de bain était toujours bien droite. Tout était comme à son arrivée, sauf qu'elle y avait dormi, mangé et s'y était sentie en sécurité pendant 2 nuits, et pour cela, elle éprouvait une gratitude immense. Elle éteignit la lumière et referma la porte derrière elle. Le Méridien était un immeuble de 12 étages situé sur Calloway Street, à une 20aine de minutes à pied de l'hôtel. Elisabeth aurait pu prendre le bus. Elle en avait largement les moyens et devrait se le rappeler pendant un certain temps, comme on se rappelle sans cesse des changements récents, mais elle préférait marcher. Elle voulait y aller à pied, à son rythme, comme elle l'avait fait pour tous ces 8 dernières semaines, afin que, lorsqu'elle y arriverait, ce soit un véritable cadeau, une récompense méritée. Le bâtiment n'avait rien d'extravagant. Ce n'était pas le Palais d'Or, ni rien de comparable. C'était un immeuble moderne, solide et impeccable, avec une porte d'entrée vitrée,
Un petit parterre de plantes sur le côté et un portier qui saluait d'un signe de tête les passants. Un immeuble qui inspirait confort et fiabilité, loin de toute ostentation. Pour Elisabeth, c'était le plus bel immeuble qu'elle ait jamais vu. Elle resta un instant sur le trottoir devant l'établissement. Puis elle entra et demanda à voir Robert. Robert était un homme trapu et jovial d'une 50aine d'années, qui tenait déjà ses clés à la main lorsqu'il vint à sa rencontre dans le hall. Il lui serra chaleureusement la main, lui demanda comment elle allait et ne l'invita pas. Elle le remarqua aussitôt et lui en fut reconnaissante, avec cette petite gêne, cette pointe de pitié que l'on adopte parfois quand on connaît votre situation. Il la traita comme une locataire. Comme quelqu'un qui avait un rendez-vous, qui était arrivé à l'heure et c'est tout. Il l'emmena en ascenseur jusqu'au 4e étage. L'appartement 412 se trouvait au bout d'un couloir recouvert de moquettes qui sentait légèrement la peinture fraîche. Robert trouva la clé sur le trousseau, ouvrit la porte, la poussa et recula pour la laisser entrer la première. Elisabeth entra. L'appartement était petit mais lumineux. Un salon avec un canapé, une table basse et une fenêtre donnant sur la rue. Une cuisine épurée et simple, avec des placards blancs et une petite table avec 2 chaises, longeant un mur. Un petit couloir menant à la chambre. Sa chambre, avec un vrai lit fait de simples draps blancs, et au-delà une 2e porte. Elle ouvrit la 2e porte. La 2e chambre était vide. 4 murs, une fenêtre, un sol nu et ce silence si particulier propre aux pièces vides, comme si elles attendaient patiemment ce qui allait suivre. Elisabeth resta un long moment sur le seuil de la pièce vide. Elle faisait ses calculs mentalement. Les semaines restantes, les choses dont on aurait besoin, l'aspect de cet espace dans 2 mois, avec un berceau dans un coin et quelque chose de petit, de nouveau et de totalement confiant respirant paisiblement en son centre. Elle appuya sa main à plat contre le chambranle de la porte. « Ici », murmura-t-elle. « Au bébé. À la chambre. À l'idée même de cela. Nous serons là. » Derrière elle, Robert attendait dans le couloir avec le professionnalisme d'un homme qui avait remis des clés d'innombrables fois et qui savait que parfois, on a besoin d'un moment. Il lui en accorda un. Elle était arrivée dans l'immeuble de bureau de Victor à 11h-10. C'était une haute tour de verre dans le quartier des affaires, le genre d'édifice qui, d'un simple coup d'œil à son pied, vous fait ressentir l'ambition de la ville. Le hall d'entrée était en marbre et en chrome, et le plafond très haut. Les gens s'y déplaçaient rapidement et d'un pas décidé, comme on se déplace dans les lieux importants. Elisabeth a décliné son identité à la réceptionniste. Celle-ci a vérifié quelque chose sur son écran, a hoché la tête et a décroché un téléphone. 2 minutes plus tard, un jeune homme apparut et se présenta comme l'assistant de Victor. Non pas Patricia, apparemment chargée de l'organisation, mais un certain Carter, responsable du bureau. Poli et efficace, il la conduisit à un ascenseur accessible par carte magnétique. Le bureau se trouvait au 22e étage. L'ascenseur donnait directement sur une réception aux boiseries claires et aux lignes épurées, avec une autre grande fenêtre offrant une vue imprenable sur la ville. Elisabeth contempla le paysage un instant tandis que Carter frappait à une porte close et entrait. D'ici, elle pouvait apercevoir le Golden Palace Resort. À 3 pâtés de maison, sa façade de pierre pâle se détachait au-dessus des autres toits. De cette distance, il paraissait plus petit que vendredi soir, ce qui, supposait-elle, était toujours le cas pour les choses auxquelles on avait survécu. La porte s'ouvrit. « Il va vous recevoir maintenant », dit Carter. Elisabeth ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule. Puis elle entra. Le bureau de Victor était grand mais sans ostentation. Ce fut la première chose qu'Elisabeth remarqua. Pour un homme propriétaire du Golden Palace Resort, de 15 autres entreprises et d'un immeuble suffisamment haut pour embrasser la majeure partie de la ville du regard, son bureau personnel était étonnamment sobre. Un large bureau en bois sombre, propre et bien rangé. Des étagères remplies de livres plutôt que d'objets décoratifs, le long d'un mur. Une grande fenêtre unique derrière le bureau. La même vue sur la ville qu'elle avait depuis la réception, mais plus large d'ici, offrant un panorama plus étendu, comme si cette fenêtre avait été conçue pour rappeler à quiconque était assis derrière ce bureau l'étendue de ses responsabilités. Victor était debout à son arrivée, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Il désigna l'une des 2 chaises situées près du bureau. « Asseyez-vous, Elisabeth. Je vous en prie. » Elle s'assit. Il s'assit. Sur le bureau entre se trouvait un dossier fermé et 2 tasses de café encore fumantes que Carter avait dû déposer juste avant son arrivée, ce qui signifiait que le timing avait été soigneusement calculé. Bien sûr que oui. « Comment est l'appartement ?» demanda Victor.
J'ai récupéré les clés ce matin, répondit-elle. C'est parfait. Plus que moi. Elle marqua une pause, ne voulant pas terminer sa phrase sur un ton de gratitude feinte. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci. Il hocha la tête une fois. Bien. Il jeta un coup d'œil au dossier sur le bureau sans l'ouvrir. Et l'hôtel convenait pour le week-end? Oui. Parfait, répéta-t-il. Il resta silencieux un instant, d'une manière qu'elle commençait à reconnaître comme caractéristique de lui. Non pas un silence gêné, mais le silence d'un homme qui réfléchissait avant de parler et qui n'avait aucune raison de s'en excuser. Puis il dit. Je vais vous révéler quelque chose que très peu de gens dans cette ville savent. Elisabeth attendit. Victor croisa les mains sur le bureau et les contempla un instant. Puis il leva les yeux vers elle. J'ai grandi rue Fletcher, dit-il. Vous connaissez. Elisabeth, elle, la connaissait. La rue Fletcher se trouvait à l'est de la ville, un quartier aux maisons étroites, aux petites boutiques et aux trottoirs défoncés, le genre de quartier que les habitants traversaient sans s'y arrêter. Oui, dit-elle. Ma mère cumulait 2 emplois, dit Victor. Mon père est parti quand j'avais 9 ans. Nous avions. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots, très peu. Il y eut des mois où très peu devint presque rien. Il la regarda fixement. Je sais ce que c'est que d'avoir faim et de ne rien laisser paraître. Je sais ce que c'est que de passer devant des endroits hors de prix et de faire semblant de ne pas vouloir y entrer. Elisabeth ne dit rien. Elle écoutait de tout son être. Je sais aussi, poursuivit Victor, ce que signifie avoir en soi quelque chose que le monde extérieur ne peut pas encore voir. Quelque chose de réel. Il la regarda un instant. Vendredi soir, tu me l'as rappelé. Tu me l'as rappelé d'une manière inattendue et, après un bref silence, à laquelle je n'étais pas tout à fait préparé. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages qui semblaient contenir un document officiel, imprimé soigneusement avec des titres et des sections. Il le tourna face à elle et le fit glisser sur le bureau. Ce dont j'aimerais discuter avec vous, dit-il, c'est ceci. Elisabeth regarda le document. En haut de la première page, en lettres noires nettes, figuraient les mots. Accord de développement musical par cœur, projet de proposition. Son nom. Sur un document. Dans un bureau au 22e étage. Elle leva les yeux vers Victor. La formation à l'académie est déjà organisée, dit-il. Cela reste inchangé, quelle que soit votre décision d'aujourd'hui. C'est autre chose. Il se pencha légèrement en avant. L'un de mes établissements, l'hôtel Harrington, à 3 rues d'ici, possède un restaurant et un bar. Le bar dispose d'une petite salle de spectacle. Depuis 2 ans, nous y programmons des musiciens locaux les vendredis et samedis soirs. Pause. La rotation actuelle a été satisfaisante. Elle n'a rien eu de remarquable. Elisabeth consulta de nouveau le document. Ce que je propose, a expliqué Victor, c'est une résidence. Pas immédiatement, il faudrait du temps pour se former et constituer le matériel nécessaire. Je pensais à dans 6 mois, peut-être. Le vendredi soir, à 20h, pendant 2 heures. Installation soignée, bon son, bon éclairage, bonne promotion. Nouvelle pause. Je veux que ce soit fait correctement. Pas comme une œuvre de charité, pas comme une histoire. Comme une véritable performance. Elisabeth resta silencieuse un instant. Tu m'as entendu chanter une chanson, dit-elle. Oui, répondit Victor. Une chanson, dans un moment de, elle cherchait ses mots, dans un moment extrême. Je ne sais pas si je pourrais le faire régulièrement. Sur une scène ordinaire, lors de soirées ordinaires, devant un public ordinaire qui sort simplement pour passer un vendredi soir. Victor la regarda fixement. Moi non plus, dit-il. Elle cligna des yeux. Je crois que oui, a-t-il poursuivi. Je crois que ce que j'ai entendu vendredi n'était pas un cas isolé. Je crois que c'était l'expression naturelle d'un don très précieux. Un instant. Mais je suis aussi un homme d'affaires, Elisabeth, et je ne fais pas de promesses dont je ne suis pas certain. C'est pourquoi la formation passe avant tout. 6 mois. Vous travaillez avec l'académie, vous développez votre répertoire, et ensuite nous reprenons cette conversation. Il tapota le document. Ceci est un projet. Une déclaration d'intention. Rien n'est signé aujourd'hui. Elisabeth parcourut les pages. Elle repensa à vendredi soir, debout devant le micro, les projecteurs dans les yeux, sous le regard de 500 personnes. Elle repensa au silence qui s'était abattu sur la salle.
Elle pensa à James au piano, son regard oscillant entre les touches et son dos, suivant ses pas. Elle pensa à sa mère. « Puis-je emporter ça avec moi ?» demanda-t-elle. « Pour bien lire. »« Bien sûr, » dit Victor. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Il marqua une pause. Dans une certaine mesure, il le dit d'un ton sec, avec un léger mouvement au coin des lèvres, ce qui fit presque sourire Elisabeth. « Que signifie pour vous dans une certaine mesure ?» demanda-t-elle. « Une semaine, » dit-il. Et cette fois, le coin de sa bouche bougea un peu plus. « Je suis patient, Elisabeth. Mais je ne suis pas moine. » Elle a quitté l'immeuble de bureau à 12h10. La matinée grise avait laissé place à un midi gris, les nuages étaient toujours uniformément répartis dans le ciel, l'air était encore froid mais sans la morosité du week-end. Elisabeth se tenait sur le trottoir, devant la tour de verre, le dossier sous le bras, et respirait profondément. Une semaine auparavant, elle était assise sur un banc. Elle comptait des pétards, regardait les lumières s'allumer chez les autres et disait à son bébé à naître d'être patient, que les choses s'amélioreraient, qu'elle trouverait une solution. Elle le répétait à voix haute, tandis que son corps, transi de froid, affamé et épuisé, racontait une toute autre histoire. À présent, elle se tenait devant un immeuble de 22 étages, un projet de contrat de spectacle sous le bras, la clé de l'appartement 412 en poche et un chèque de 15 000 $ déposé à la banque où elle s'était rendue samedi matin. La banque avait vérifié sa pièce d'identité et ouvert son compte sans cérémonie, comme si des gens surgissaient de nulle part et y déposaient 15 000 $ chaque jour. Elle se mit en marche. Sans se diriger vers un lieu précis, elle marchait simplement comme elle avait appris à le faire lorsqu'elle avait besoin de réfléchir. La ville s'animait autour d'elle. Des gens avec des tasses de café, un livreur à vélo se faufilant entre les voitures, une femme poussant une poussette, 2 hommes discutant gaiement devant une quincaillerie. Elle a marché pendant 20 minutes. Puis son téléphone a vibré. Elle attendait Patricia. Ou Linda. Ou une notification de la banque. Ce n'était rien de tout cela. Le nom affiché à l'écran était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis 3 mois. Daniel. Elle s'arrêta net. Elle se tenait sur le trottoir, entourée de passants, et elle regarda le nom affiché sur l'écran. Elle ressentit quelque chose. Non pas la vague de douleur qu'elle aurait pu craindre, ni la vieille douleur familière du rideau jaune de la cuisine et du mot de 7 mots. Elle ressentit quelque chose de plus discret, de plus distant. Elle laissa cette sensation résonner. Elle regarda l'écran jusqu'à ce que l'appel bascule sur la messagerie vocale. Puis elle remit son téléphone dans sa poche et continua son chemin. Il rappela 20 minutes plus tard. Elle laissa sonner à nouveau. La 3e fois, elle était de retour au Méridien, dans le hall, attendant l'ascenseur. Elle regarda le nom et pensa « Il va continuer d'appeler ». C'était une chose qu'elle savait déjà de Daniel. Il était persévérant quand il voulait quelque chose. C'était cette qualité qui avait fait de lui un bon mécanicien. Toujours à la recherche de la panne d'un moteur jusqu'à la trouver. Ce n'était pas ce qui, au final, avait fait de lui un bon mari, mais elle était bien présente. Elle répondit. Lise. Sa voix était, elle cherchait le mot, affaiblie. C'était ça. Le Daniel qu'elle avait connu avait une voix grave, assurée. Celle-ci en avait moins. Lise, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'allais pas raccrocher, dit-elle. Je t'écoute. Pause, il semblait s'être préparé à une dispute, et son calme l'avait légèrement désarmé. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, dit-il. Le mariage. Les chants. On n'entend parler que de ça en ville, Lise. Tout le monde en parle. Je sais, dit-elle. J'ai vu une vidéo. Pause. Quelqu'un présent à la réception a filmé la scène. La vidéo a été partagée et vue par de nombreuses personnes. Elisabeth est restée silencieuse. Elle n'était pas au courant de la vidéo. Tu étais incroyable, dit Daniel. Il y avait dans sa voix quelque chose qui lui était familier, comme un souvenir lointain. Avant le tirage au sort, avant les nouveaux amis, avant le smoking qu'elle n'avait jamais vu dans la collection de montres et les 7 mots sur un bout de papier. Quelque chose d'authentique. Quelque chose qui aurait pu être le vrai Daniel, celui qui se cachait derrière tout le reste. Je l'ai regardé 4 fois. Elle est entrée dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées. Daniel, dit-elle. Que veux-tu? Un autre silence. Plus long cette fois. Je veux te voir, dit-il. Je veux te parler. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Je sais ce que j'ai fait et je sais que c'était. Il semblait chercher ses mots,
comme si la langue anglaise ne lui en offrait pas un assez long pour exprimer ce dont il avait besoin. Faux. Tu t'es trompée, Lise. Je le sais. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 4e étage. Elisabeth descendit le couloir recouvert de moquettes en direction de l'appartement 412. Elle trouva la clé dans sa poche. Elle l'inséra dans la serrure. Elle tourna la porte et entendit le petit clic net d'une porte qui s'ouvrait sur son appartement. Elle entra. « Daniel », dit-elle doucement, debout sur le seuil, la lumière du matin filtrant par la fenêtre du salon et projetant de longs rectangles pâles sur le sol. « Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes attentivement. »« Je t'écoute », dit-il. « Je suis dans mon appartement, » dit-elle. « Mon appartement. Pour la première fois en 8 semaines, j'ai une clé qui fonctionne, une serrure à moi et une chambre pour le bébé. » Elle marqua une pause. « Et j'en suis arrivée là grâce à moi. Grâce à ce que j'avais en moi et que personne ne pouvait m'enlever. Ni toi, ni le propriétaire, ni le froid, rien de tout ça. » Elle l'entendait respirer à l'autre bout du fil. « Je ne suis pas fâchée contre toi, » poursuivit-elle. Elle entra lentement dans le salon et s'arrêta à la fenêtre, regardant la rue Calloway en contrebas. « J'ai longtemps été en colère. J'avais peur, j'étais seule et j'aurais eu toutes les raisons de m'effondrer, mais je ne l'ai pas fait, et ça n'avait rien à voir avec toi. » Pause. Mais rien de tout cela n'a changé, ni les bonnes choses qui se produisent maintenant. Cet appartement. Cette chance. Rien de tout cela ne vient de toi. Cela vient de moi, sur scène, faisant ce pourquoi je suis née, même quand tout le monde dans la salle riait. « Je sais, » dit Daniel. Sa voix était très basse. « Tu m'as abandonnée, » dit Elisabeth. « Tu m'as laissée enceinte de 7 mois, sans nulle part où aller. Et avant ça, avant ton départ, je t'ai vu choisir des inconnus plutôt que notre vie, jour après jour, et j'ai essayé de te joindre, en vain. » Elle marqua une pause. « Tu ne m'as pas simplement abandonné, Daniel. Vous avez laissé votre enfant. Et cet enfant va naître dans 2 mois, grandir dans cet appartement, entendre sa mère chanter et être... » Elle s'arrêta un instant, aimer inconditionnellement. Intensément. Sans condition. Elle l'entendit expirer, un long souffle irrégulier. « Je veux juste en faire partie, » dit-il. « Je sais que je ne le mérite pas. Je ne te le demande pas, je ne te parle pas de nous. Je veux juste une chance. Pour le bébé. » Elisabeth resta longtemps silencieuse. Elle regarda par la fenêtre la ville grise en contrebas, les gens qui se déplaçaient sur le trottoir, les camions de livraison, les cyclistes, le couple promenant son chien au coin de la rue, tout ce mouvement ordinaire et incessant des gens vacants à leurs occupations. Elle réfléchit à ce que son enfant méritait. Elle y réfléchit attentivement, car c'était le sujet le plus important de la conversation. Elle pensa au père. Elle réfléchissait à ce qu'était un père, non pas l'idée romantique, ni celle des films et des cartes de vœux, mais la réalité. La présence quotidienne. Celle qui est là non seulement quand c'est facile, excitant ou nouveau, mais aussi quand c'est difficile, ennuyeux, exigeant et contraignant. Celui qui reste. Daniel n'était pas resté. Mais elle repensait aussi à sa propre enfance, à son enfance sans connaître son père, parti avant qu'elle soit assez âgée pour se souvenir de son visage. Elle songea à la forme particulière de cette absence, à l'absence de contour net, puisqu'il n'y avait rien pour la définir, juste un vide là où quelque chose aurait dû être. Elle n'en avait jamais éprouvé d'amertume. Sa mère lui avait suffi, plus que suffisante à bien des égards, mais ce vide était bel et bien là. Elle l'avait ressenti en silence, de cette façon si particulière dont les enfants ressentent des choses qu'ils ne peuvent pas encore exprimer. Voulait-elle cela pour son enfant? Elle était honnête avec elle-même, comme elle avait toujours essayé de l'être. Elle se tenait à la fenêtre de l'appartement 412 et elle était honnête. Non, elle ne le voulait pas. Mais souhaiter que son enfant ait un père et être prête à faire comme si de rien n'était, ce n'était pas la même chose. C'était même très différent. « Daniel, » dit-elle enfin. « Je suis là, » dit-il. « Je vais le dire clairement une fois pour toutes, et je veux que tu entendes tout. » D'accord? Elle prit une inspiration. « Si vous souhaitez faire partie de la vie de cet enfant, » dit-elle, « nous en reparlerons après sa naissance. Après qu'il soit là, en sécurité, et que j'ai eu le temps de prendre mes marques. Pas maintenant, pas tant que je suis en train de remettre les choses en ordre. » Pause. Et ce ne serait pas une chose anodine. Il ne s'agirait pas d'apparaître quand cela vous chante et de disparaître dès que la vie se complique. Il s'agirait d'être constant. D'être présent. Être le genre de personne sur laquelle un enfant peut compter.
Un autre silence. Ce qui est le genre de personne que tu ne m'as pas montré pouvoir être. Daniel resta silencieux. Je sais, dit-il. Je ne dis donc pas jamais, répondit Elisabeth. Je dis pas encore. Et je dis que ce « encore » ne viendra que si je constate, avec le temps et preuve à l'appui, que vous avez réellement changé. Pas simplement que vous vous sentiez mal. Non pas que tu sois désolé. Que tu aies changé. Elle regarda par la fenêtre. Parce que mon enfant mérite un père présent. Et si vous ne pouvez pas être cette personne, il vaut mieux pour lui grandir sans vous que de vous voir partir sans cesse. Le silence au téléphone fut long. Quand Daniel prit enfin la parole, sa voix était différente de toutes celles qu'elle avait entendues de lui depuis longtemps. Dépouillée de toute assurance. Dépouillée de toute arrogance liée à l'argent. Dépouillée de toutes les couches que la loterie avait ajoutées et que les dépenses inconsidérées avaient ensuite effacées, il ne restait plus que la voix sous-jacente. C'est juste, dit-il. Elisabeth s'était préparée à une dispute. À des supplications, à des pressions, ou à ce genre de persuasion dont Daniel était toujours capable lorsqu'il voulait quelque chose. Elle ne s'attendait pas à ces deux mots prononcés à voix basse. Elle ferma les yeux un instant. « Prends soin de toi, Daniel, » dit-elle. Puis elle raccrocha. Elle resta un moment près de la fenêtre. Le ciel gris commençait à s'éclaircir sur les bords. Pas vraiment du soleil, mais des éclairs, de ceux qui laissent penser que les nuages hésitent encore. En bas, rue Calloway, la vie suivait son cours habituel. Elisabeth pressa doucement son front contre la vitre froide. Elle ne se sentait ni heureuse ni triste. Quelque chose entre ces choses qui n'avaient pas de nom propre. Le sentiment d'avoir affronté une épreuve sans flancher. Le sentiment de savoir exactement qui l'on est, ce que l'on accepte et ce que l'on refuse, et de l'affirmer clairement, en toute sincérité. Sa mère aurait été fière d'elle. Elle était secrètement fière d'elle-même. Le bébé a donné un coup de pied. Un coup de pied puissant et décisif en plein milieu de tout. Elisabeth rit et posa sa main sur son ventre. « Je sais, » dit-elle. « Je sais. Je m'en suis occupée. » Les semaines qui ont suivi ont été les plus chargées de la vie d'Elisabeth. Pas la course effrénée à la survie. Pas cette quête incessante et épuisante de nourriture, de chaleur et de sécurité, qui vous prenait tout sans rien vous rendre. C'était différent. C'était l'effervescence de la construction, le travail de placer chaque chose à sa place et de voir le projet prendre forme. Elle commença à l'Académie des arts musicaux un mercredi matin, 3 semaines après le mariage. Le bâtiment était ancien et un peu défraîchi, avec le charme familier des lieux qui ont longtemps été utilisés avec sérieux. Parquets usés, au plafond et la musique qui s'échappait des portes closes lorsqu'on parcourait les couloirs. Des gammes au piano dans une pièce. Un violoncelle jouant un morceau lent et complexe dans une autre. Son professeur s'appelait Margaret. Margaret était une petite femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés coupés très courts, portant des lunettes de lecture suspendues à une chaînette autour du cou. Son allure était celle de quelqu'un qui avait passé des décennies à écouter attentivement les voix et qui s'était forgé des opinions bien arrêtées sur chacune d'elles. Lors de leur première rencontre, elle serra la main d'Elisabeth, la fit asseoir et lui dit « Chantez-moi quelque chose. N'importe quoi. N'y pense pas, chante. » Elisabeth chantait. Margaret écoutait, les yeux fermés et la tête légèrement inclinée. La façon dont on écoute lorsqu'on comprend quelque chose d'un point de vue technique plutôt que de simplement le recevoir. Quand Elisabeth eut terminé, Margaret ouvrit les yeux. « Eh bien, » dit-elle. Victor n'exagérait pas. Elle prit un stylo et ouvrit un cahier. « Nous avons du travail à faire. Votre contrôle respiratoire est à perfectionner et votre registre aigu est insuffisamment entraîné. Mais l'instrument lui-même. » Elle tapota son stylo contre le carnet. « Cet instrument est remarquable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je crois, » répondit Elisabeth. « Je veux dire que ce que vous possédez ne s'apprend pas, » affirma Margaret sans ambages. « On ne peut que la découvrir et la perfectionner. J'enseigne depuis 40 ans et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre d'élèves qui sont venus me voir avec une voix véritablement originale. » Elle regarda Elisabeth par-dessus ses lunettes. « Tu es l'une d'entre elles. » Elisabeth prononça ces mots avec précaution, comme on tient un objet fragile. « Ma mère me l'a transmis, » dit-elle. Margaret hocha lentement la tête. « Votre mère vous a beaucoup donné, » dit-elle. Puis, sans plus de cérémonie, elle ouvrit le cahier à la première page et dit « Commençons. » 3 matins par semaine, Elisabeth se rendait à l'académie. Elle y apprenait des choses dont elle ignorait l'existence, le souffle, la résonance, la structure d'une chanson,
la différence entre chanter du fond de la poitrine et chanter avec les tripes, et comment le corps est un instrument et doit être traité comme tel. Margaret était exigeante, sans sentimentalité et parfois piquante, et Elizabeth adorait ça. Elle s'installa définitivement dans l'appartement 412. Linda envoya un colis d'un autre état, une douce couverture jaune pour le bébé, une carte où l'on pouvait lire en gros caractères « Je te l'avais bien dit », et une petite photo encadrée de leur mère ensemble, jeune femme dans un jardin, riant de quelque chose hors champ. Elizabeth posa la photo sur le rebord de la fenêtre du salon, où la lumière du matin l'illuminait. Elle acheta des objets pour la deuxième chambre, lentement, avec précaution, avec l'attention de quelqu'un qui avait appris à ne rien tenir pour acquis. Un berceau. Une petite commode. Un mobile suspendu au-dessus du berceau, qui tournait doucement dans le courant d'air de la fenêtre, projetant de petites ombres sur le mur. Un rideau jaune, auquel elle s'était accrochée elle-même, et qui la faisait pleurer un peu, d'une façon qui n'était pas triste. Le docteur Reeves s'est révélé être une femme calme, consciencieuse et chaleureuse. Elle a examiné le dossier médical d'Elizabeth sans commentaire, puis l'a regardé et a dit « Vous et ce bébé prenez visiblement bien soin l'un de l'autre. Tout semble aller pour le mieux. Continuons ainsi. » Elle programma des rendez-vous mensuels, puis hebdomadaires à mesure que l'échéance approchait. À chaque fois, Elizabeth repartait rassurée, entre les mains expertes d'un professionnel compétent. Entre-temps, l'attention de la ville s'était peu à peu portée sur elle. La vidéo du mariage, filmée avec un téléphone portable et partagée sans trop réfléchir, comme c'est souvent le cas, avait fait le tour du monde dans les semaines qui suivirent, à la manière si particulière dont les choses authentiques se propagent au moment opportun. Une chaîne d'information locale a été la première à relayer l'information. Puis une chaîne nationale. Puis plusieurs autres. Le téléphone d'Elizabeth, ce vieux portable à écran fissuré qu'elle n'avait pas encore remplacé parce qu'elle oubliait toujours de le faire, se mit à sonner. Des numéros inconnus. Des journalistes. Des producteurs de radio. Une émission de télévision. Une maison de disques qui l'a obligée à s'asseoir lorsqu'elle a entendu le message. Elle n'a pas répondu à la plupart d'entre eux. Pas encore. Elle les montra à Patricia, qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, une présence rassurante dans sa vie, apparaissant périodiquement avec des informations organisées, des conseils pratiques, et de temps à autre, une observation pince en rire qu'Elizabeth avait appris à apprécier. « Tu n'as pas besoin de répondre à ces messages pour l'instant », lui dit Patricia lors d'une de leurs rencontres, parcourant les messages avec son efficacité habituelle. « Il vous reste 6 semaines avant le terme. » La musique prend forme. La discussion concernant la résidence avec Monsieur Radisson est suspendue jusqu'à la naissance du bébé, comme convenu. Elle leva les yeux de son carnet. Le monde s'y intéressera encore dans 3 mois. Les choses authentiques ne se périment pas. Et la maison de disques ? Demanda Elizabeth. Patricia garda une expression neutre et professionnelle. Je les ai informés de votre intérêt et je vous contacterai en temps voulu. Pause. Ils ont été très polis en attendant. Ils sont rarement polis en attendant. Elizabeth rangea tout cela dans la partie de son esprit qui apprenait à appréhender l'avenir sans s'en laisser submerger. Une chose à la fois. Le bébé d'abord. Puis tout le reste. Sa fille est née un mardi matin, au début du printemps. Elizabeth avait choisi de ne pas savoir à l'avance s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Elle avait voulu être surprise, avait voulu vivre pleinement ce moment unique et irremplaçable de la première rencontre. Aussi, lorsque le docteur Reeves lui déposa le bébé dans les bras et annonça « C'est une fille », Elizabeth perçut ces mots à la fois comme une surprise totale et une évidence profonde, comme si c'était son enfant depuis toujours. Elle contempla le petit visage rouge, les yeux sombres clignant sous la lumière, les minuscules doigts se crispant et se détendant dans l'air inconnu. « Bonjour », dit Elizabeth. Sa voix était très douce. Un murmure, vraiment, juste pour eux deux. Le bébé la regarda, le regard vague, sans vraiment se concentrer car les yeux d'un nouveau-né ne fonctionnent pas ainsi, mais se tourna vers elle, attiré par sa voix comme une plante se tourne vers la lumière. Elizabeth déposa un baiser sur son petit front. « Je te parle depuis des mois », murmura-t-elle. « J'ai tellement de choses à vous raconter. » Linda était dans la salle d'attente et est arrivée 10 minutes plus tard. Elle s'est mise à pleurer si soudainement et si fort qu'une infirmière apparut inquiète. Elizabeth a ri, ce qui a fait pleurer Linda encore plus, ce qui a fait rire Elizabeth encore plus. « Elle est parfaite », finit par dire Linda. « Je sais », dit Elizabeth. « Comment vas-tu l'appeler ?» Elizabeth baissa les yeux vers le bébé dans ses bras.
Elle avait réfléchi au prénom pendant des semaines, des listes, des combinaisons, des significations, comme on réfléchit à quelque chose d'important. Mais en regardant ce petit visage, elle se rendit compte qu'elle le savait déjà. « Clara », dit-elle. Linda porta sa main à sa bouche. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes. « Après ta mère », dit-elle. « Après ma mère », dit Elizabeth. Clara Parker avait 4 mois lorsqu'Elizabeth monta pour la première fois sur la scène du bar de l'hôtel Harrington. La salle pouvait accueillir environ 80 personnes, pas 500 ni une grande salle de bal, mais un espace chaleureux et intime avec une bonne acoustique, un éclairage tamisé et des tables disposées en arc de cercle autour de la petite scène. Toutes les places étaient prises. Plusieurs personnes se tenaient debout le long du mur du fond. La nouvelle s'était répandue comme par magie. Victor Radisson était assis à une table dans un coin, non pas en smoking cette fois, mais en veste sombre, l'air d'un homme présent de son plein gré et non par obligation. Devant lui se trouvait un verre d'eau et un petit carnet, qu'Elizabeth soupçonnait d'emporter partout par habitude. Margaret, sa professeure de chant, était là aussi, assise bien droite sur une chaise à l'écart, ses lunettes de lecture accrochées à leur chaînette, les mains jointes sur les genoux, arborant une expression d'anticipation concentrée qui, pour elle, frôlait l'excitation la plus folle. James était là, le pianiste du mariage. Il avait accepté sans hésiter lorsqu'Elizabeth l'avait appelé pour lui demander de l'accompagner pendant sa résidence. Il était déjà au piano à son arrivée, s'échauffant avec l'aisance de celui qui avait trouvé sa place. Thomas était là, en civil, hors service, et son apparence sans uniforme était un peu inhabituelle. Il lui fit un bref signe de tête depuis sa table lorsqu'elle passa devant lui. Elle lui rendit son salut. Patricia était là parce que Patricia était toujours là où il fallait être. Anne-Linda était là aussi. Elle avait conduit 4 heures cet après-midi-là et devait rentrer le lendemain matin car elle travaillait. Elle avait dit à Elizabeth qu'elle conduirait 400 heures s'il le fallait, ce qu'Elizabeth croyait sans réserve. Elizabeth se tenait en coulisses, dans une petite pièce à gauche de la scène, avec un miroir, une chaise et une étroite fenêtre, et elle s'observa. Elle portait une robe qu'elle avait achetée 2 semaines auparavant, justement pour cette occasion. Simple et bleu foncé, elle lui allait à merveille, et ses cheveux étaient lâchés, contrairement à ce qu'elle faisait rarement. Elle avait l'air, pensa-t-elle, d'une personne sur le point d'accomplir quelque chose qu'elle avait préparé. Elle était elle-même. Elle percevait le murmure discret du public à travers la fine paroi. 80 personnes étaient venues un vendredi soir pour l'écouter chanter, ayant entendu parler du mariage, vu la vidéo, lu l'article paru dans le journal local la semaine précédente, ou appris la nouvelle par quelqu'un qui l'avait apprise par quelqu'un d'autre. Toutes attendaient. Elle appuya un instant sa main à plat contre le mur. Elle pensa à un banc devant une bibliothèque municipale. Elle pensa à une entrée de service, à une odeur de nourriture et au rire d'un agent de sécurité qui ne l'avait pas cru. Elle pensa à se tenir devant un micro, sous les rires de 500 personnes, et à choisir malgré tout d'ouvrir la bouche. Elle pensa à Clara, la petite Clara, chez la cousine de Linda venue spécialement pour la garder, endormie dans son berceau sous le mobile qui projetait de petites ombres sur le mur, dans la chambre qui l'attendait. Elle pensa à sa mère. « Ta voix est vivante, Lizzie. N'y allez pas fort. Laissez-la s'ouvrir d'elle-même, comme une porte. » Elizabeth respira profondément, lentement et profondément, jusqu'au plus profond d'elle-même. Puis elle monta sur scène. Les applaudissements qui l'accueillirent furent chaleureux et immédiats, ceux d'un public déjà acquis à sa cause avant même qu'elle n'ait chanté une seule note. C'était à la fois un cadeau et une forme de pression, qu'Elizabeth accueillit par un sourire discret, laissant retomber l'émotion avant de s'avancer vers le micro. James joua les premières notes, doucement, avec précaution, avec le même instinct que la première fois, une des raisons pour lesquelles elle l'avait souhaité à ses côtés. Elizabeth ferma les yeux. Elle repensa à tout ce qu'elle possédait. L'appartement aux rideaux jaunes. Le petit visage de sa fille clignant des yeux à la lumière. La voix de Margaret disant que l'instrument est remarquable. La clé dans sa poche et le chèque qui avait ouvert un compte bancaire, qui avait marqué un nouveau départ. Elle repensa à tout ce qu'elle avait perdu. L'appartement de Cran Street, les pizzas du vendredi soir, cette vie simple mais chaleureuse, qui lui appartenait entièrement. La confiance qu'elle avait placée en quelqu'un qui ne la méritait pas. 8 semaines de froid, de faim, d'invisibilité et de peur. Elle a tout supporté, la perte et le gain, l'avant et l'après, le banc et la scène. Elle l'a supporté comme une voix tient une note, complètement, sans ciller. Et elle chanta.
Le silence se fit presque aussitôt dans la salle. Pas progressivement comme au mariage, il n'y avait pas de foule à convaincre petit à petit, pas de rire à couvrir. Ces gens étaient venus écouter, et ils écoutèrent dès la première note, avec toute l'attention de ceux qui comprenaient qu'ils étaient en présence de quelque chose d'authentique. Élisabeth chanta pendant 2 heures. Elle interpréta le chant sans parole du mariage, que plusieurs personnes reconnurent grâce à la vidéo et dont la résonance était désormais différente. Non pas comme une offrande désespérée d'une inconnue, mais comme une œuvre maîtrisée, assumée et offerte librement. Elle chantait des chansons avec des paroles, des morceaux qu'elle avait élaborés avec Margaret au fil des mois, des mélodies puisées dans sa propre vie et son propre vécu, certaines douces, d'autres plus amples. Elle chanta une chanson qu'elle avait écrite spécialement pour ce vendredi soir, celle où l'on se tenait devant l'entrée d'un bâtiment de service, affamé et apeuré, et où l'on choisissait malgré tout de franchir la porte. Et c'est cette chanson qui fit pleurer toute la salle. Elle a chanté à la toute fin, une chanson qu'elle n'avait jamais chantée pour personne auparavant. Une chanson qu'elle avait apprise de sa mère. La chanson de Clara. La mélodie qu'elle avait entendue pendant que le linge séchait sur la corde à linge et que le dîner du dimanche mijotait sur le poêle. Celle qu'elle avait fredonnée doucement dans un parc en hiver, un dimanche après-midi, 2 jours après que tout ait basculé. Elle l'avait arrangée, avec l'aide de Margaret, l'avait enrichie de mémoire. Elle la chantait maintenant, entourée d'inconnus, pour sa fille endormie à 6 kilomètres de là. La dernière note résonna longuement au-dessus du bar de l'hôtel Harrington après que James eut joué son dernier accord. Puis Élisabeth ouvrit les yeux et regarda la pièce. Tous les convives restaient immobiles. Victor Radisson, à sa table d'angle, la regardait, les mains à plat sur la table, avec une expression qu'elle reconnaissait désormais, la même qu'au mariage, une expression sans aucune mise en scène. Juste un homme qui percevait une vérité et la laissait s'installer. Margaret avait les yeux fermés, les mains toujours jointes, et hochait discrètement la tête, comme on le fait lorsqu'une conviction se confirme. Linda, à une table au fond de la salle, ne faisait même pas l'effort de réagir. Quant à Thomas en congé, celui qui l'avait été conduite à l'entrée de service par cette froide soirée, puis lui avait donné une chance parce que quelque chose dans son regard déterminé l'avait interpellé, Thomas était assis, les mains crispées autour de son verre, contemplant la scène avec un bonheur simple et absolu. Les applaudissements commencèrent. Ils emplirent la salle et se prolongèrent, bien au-delà de leur habituel, plus longtemps que ce que la soirée avait sans doute laissé présager. Élisabeth se tenait au micro et les reçut. Non pas comme une femme sauvée. Pas comme une histoire. Pas comme une inconnue enceinte sans domicile fixe qui a surpris tout le monde et fait l'objet d'un reportage et d'une vidéo virale. Comme une chanteuse. Comme Elizabeth Parker, qui avait une fille nommée Clara, un appartement rue Calloway, 3 matinées par semaine à l'académie et une voix que sa mère lui avait transmise et qu'elle offrait désormais au monde. Elle porta brièvement la main à sa poitrine. Nous avons tout perdu, pensa-t-elle, mais nous avons retrouvé notre force. Elle contempla la salle. Elle sourit, un sourire franc, sincère, éclatant, celui qui illuminait son visage, et elle salua. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la créer. N'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.